Ilia Topuria va-t-il prendre son siège à la table des doubles champions de l'UFC face à Charles Oliveira? Qu'est-ce qui nous excite d'autre sur la très belle carte de l'UFC 317? Que retenir de l'UFC Bakou au-delà d'un néant nommé Jamal Hill? Walid Tandia a-t-il convaincu les sceptiques pour sa 3e sortie chez les pros chez Hexagone MMA? Mansour Barnaoui a-t-il laissé passer sa dernière chance pour un gros combat en carrière? Pour son 8e épisode, Aldric Enerby revient dans vos oreilles pour vous débriefer toute l'actu MMA d'un week-end très chargé. Générique. Hello Aldric, on se retrouve pour un nouveau Aldric Enerby, épisode bien sûr que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur Jab Live, sur nos plateformes aussi de podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et n'hésitez pas à abonnez-vous, commentez, faites avancer le bousin comme d'habitude, ça nous fera avancer la chaîne. Aldric, on le disait dans l'intro, on va commencer par le gros morceau de cette semaine, UFC 317, ce sera ce week-end à Las Vegas, l'International Fight Week. J'expliquerai un peu ce que c'est que l'International Fight Week pour les auditeurs qui ne le savent pas. Et le main event, Ilia Topuria contre Charles Oliveira pour la ceinture vacante des moins de 70 kilos des légers abandonnés par Islam Makhachev. Déjà, à quel point il t'excite ce match-up? Moi, j'avoue, il me chauffe bien. Très. En plus, on a un week-end un peu plus digeste, parce que là, on s'en a encore envoyé pendant des heures ce week-end pour essayer de répondre à l'actualité. Donc là, il y a de la qualité, un petit peu moins de quantité. Moi, Topuria, je suis hyper excité. Après, j'ai quand même des doutes. J'ai envie de les poser tout de suite. Là, d'entrée, je t'agresse avec mes doutes. Nouveau gym, nouveau camp d'entraînement, nouvelle caté de poids. Donc, et tu sais, je pense souvent à... Alors, tu vas me dire, quelle est la différence entre... Plutôt la similitude entre Aljamain Sterling et Ilia? Je vais te répondre tout de suite. Question-réponse. Les bullies d'une caté, on voit qu'ils souffrent quand même physiquement quand ils montent. Même si c'est 4 kilos, c'est pas 7 ou 9 comme en welter ou en middle, je me dis qu'est-ce qui va se passer au niveau du poids contre un vrai lightweight, parce que Charles c'est un vrai lightweight qui cut beaucoup, on a vu il a besoin de beaucoup d'énergie pour cutter. Pour le coup, c'était un faux featherweight quand il y était, puisqu'il ratait très souvent le poids. Ouais. Et là, on sait que quelques mois ne suffisent pas à prendre 4 kilos de masse musculaire, tu vois. Il va juste moins cutter, moins faire de régime. Donc, beaucoup d'interrogations là-dessus. Ça ouvre déjà le débat, parce que j'avais noté 2 phrases d'Ilia là-dessus. Ilia qui dit « Je me sens extrêmement puissant à 155, donc en poids léger. Dès que je vais lui toucher le menton, il va exploser. » Et il dit aussi que Charles est un grand combattant, mais son style colle parfaitement au mien. Pour le faire dormir, il n'a aucune mobilité, il ne bouge pas. Tu penses qu'il a raison, Ilia, là, sur ces 2 déclats? Stylistiquement, tu peux pas dire le contraire. Oui, c'est vrai. On sait que ouvertures défensives de Charles, waouh. On sait que Charles c'est ouvert, mais en même temps, ça fait sa force. Les déplacements sont atypiques. Regarde, rappelle-toi quand il a pris Justin, tout le monde pensait qu'il allait se faire couper en 2. Moi, il y a 2 choses qui me font espérer, en tout cas avoir espoir d'un magnifique combat. C'est que je pense que Charles, il est quand même lucide. 2-2 sur ses 4 derniers combats. Clairement, il voit qu'il a du mal à passer contre les nouveaux arrivants. Je pense qu'il sait au fond de lui que c'est, même s'il est jeune, c'est une de ses dernières chances. Ouais, moi je pense que c'est sa dernière chance, a priori. Il peut devenir, pour la 2e fois, champion des moins de 70. Ilia peut conquérir une 2e ceinture, puisqu'il a été champion en moins de 66. C'est qui joue le plus gros, Aldric, entre les 2? Clairement, pour moi, c'est Ilia. C'est Ilia. Charles, il a déjà eu la ceinture. Ouais, c'est ça. C'est du bonus pour Charles, en fait. C'est ça. Ilia, là, il doit un peu imposer ce truc de « je suis parmi les meilleurs au monde et je suis legit comme nouvelle superstar de l'UFC, en fait ». C'est ça, mais je sais même pas s'il s'y attendait. Parce que c'est vrai qu'on peut parler de... Normalement, pourquoi Justin, il n'aurait pas eu la priorité sur ça, tu vois, je comprends, moi, qu'il attende et qu'il boude et qu'il menace même d'arrêter, parce que, en termes de méritocratie, je sais pas trop qui était le plus méritant. Moi, j'aurais mis plutôt une pièce sur Justin Gage, tu vois. En fait, on lui fait subir le fait d'avoir accepté de prendre Holloway au 300. C'est d'avoir un peu sauvé le 300 avec ce combat banger. Exactement, mais bon, tant mieux. Pour l'histoire, j'ai envie de le voir, moi, ce Oliveira Topuria. Le côté de Topuria à 155, qui est intéressant, qu'on a entamé avec ces 2 déclats-là. Il y a une comparaison, je sais que tu connais Dragon Ball Z. Tu vas aimer ma comparaison que j'ai vue passer sur les réseaux, elle n'est pas de moi. Mais quelqu'un qui disait, est-ce que vous vous souvenez quand Trunks, fils de Vegeta, devient trop puissant et trop gros et qu'il est plus assez rapide pour toucher Cell? C'est ça. Est-ce qu'on pourrait vivre un truc comme ça? Est-ce que Ilia qui monte, tu vois, ça pourrait lui faire perdre un peu de cette explosivité qui faisait tant de force à 145? J'aime bien la ref, mais en plus, quand tu me l'as dit, quand tu m'as cité Ilia en disant je me sens très puissant et tout, je me dis ouais, mais ok, mais est-ce que tu as gardé ta vitesse? Parce que c'est quand même ça, tu vois, je me suis amusé à regarder les combats d'Ilia, notamment celui contre Holloway et tout. C'est la vitesse quand même qui fait, tu vois. Il y a pas mal. Oui, il a pas le reach advantage. Holloway est grand, mais c'est la vitesse avec et ses timings qui font que ça passe. Là, si c'est un peu plus lent parce qu'on ne sait pas, tu vois, même s'il est très à cheval là-dessus, tu as vu l'équipement qu'il a chez lui avec le caisson hyper bas, avec tout ça. On sait que en termes de technologie et d'innovation, c'est très fort cette team.
Mais est-ce que en quelques mois, les 4-5 kilos qu'il va prendre en plus, parce que c'est ça qui va se passer en fait, ça va pas le ralentir, on aura la réponse samedi soir. Ouais, il n'y a qu'au moment du combat, dans la cage, que tu sauras ça. Stylistiquement, le match-up, là, on a entamé un peu ce truc-là. En fait, moi, j'avoue, hein, quand j'analyse ce combat, je vois difficilement le chemin de victoire de Charles. Non, pourquoi ça? Il se fait toucher un peu par Oliveira, sa lutte, ça peut prendre une guillotine quand même. Parce qu'attention, Oui, ça avoir on est un d'accord. niveau similaire en grappling, parce qu'on va aller... Oliveira, on sait qu'il a un très très haut niveau de sol. Ça, c'est une certitude absolue. Topuria, on le vend comme un grappleur. Moi, à très haut niveau, je l'ai jamais vu. Mhm. Donc, ça veut dire que au mieux, ils ont à peu près le même niveau. Ils surpassent pas Oliveira, tu vois. Donc, à voir. Une erreur contre Charles, c'est très vite sanctionné. Hein. Complètement d'accord. Même Charles, sur son dos, peut te Ouais, c'est ça. faire punir une erreur, pour le coup. Mais moi, c'est est-ce qu'il arrive à l'amener au sol, qui est plus la question. Je revoyais aussi, tu vois, des extraits de Gilbert Burns, qui explique que Topuria était venu préparer Josh Emmett chez eux, dans leur salle. Et il dit, non seulement déjà, il a mis KO 3 de mes partenaires avec des gros gants. Bon, ça, on connaît la puissance d'Ilia. Mais il disait, et tous les daguesses de la salle, ils essayaient de l'emmener au sol, et c'est lui qui les amenait au sol. Donc, tu vois, est-ce qu'il va y arriver, en fait? Est-ce que Charles va y arriver? On parlait de Gage il y a quelques instants. Tout le monde disait, Charles, il n'a pas la lutte pour emmener Justin au sol. Il l'a contré, il l'a downé. Voilà. Pourtant, gros menton aussi, Justin, tu vois. Donc, c'est par rapport à son style. Je pense qu'il a un style tellement atypique et tellement imprévisible. Et on sait qu'il y a justement, ça peut être compliqué. Pourquoi ça s'est super bien passé contre Holloway? Parce qu'Holloway, c'est quand même une boxe très technique qu'il a, tu vois, et c'est plus lisible. Pareil pour Volka, Ouais, tu vois. Et là, on est sur un style shoot et box, Muay Thai un peu à la brésilienne, quoi qu'on en dise. C'est pas du tout vexant ce que je te dis, mais du coup, le style pugilistiquement, il est plus dur à lire. Et ça peut marcher. Donc toi, tu tirais dans un sens où il faut que Charles fasse vraiment du Charles Oliveira, au exactement, maximum. Exactement. Variété, striking atypique, être vraiment dans un truc que Ilia n'a jamais vu. Parce que si c'est trop lisible, là-dessus, stylistiquement, c'est plus fort Topuria. Je suis d'accord avec ça. Pour rester sur Topuria lui-même et un peu élargir le débat, Aldric, est-ce que c'est pas le plus complet au monde aujourd'hui? Tu dis, on n'a pas vu son grappling à haut niveau à l'UFC, puisque c'est plutôt en début de carrière qu'il a utilisé ce grappling. Il est rentré à l'UFC, il avait qu'un seul KO. Et depuis, il a inversé la tendance. Mais quand je vois, moi je l'ai déjà dit, pour moi, c'est le plus belle boxe à l'UFC aujourd'hui. En termes de fondamentaux, l'équilibre qu'il réussit à mettre dans ses coups, le transfert de puissance. À l'heure où on parle là, je vois pas meilleur à l'UFC. Si en plus, il nous montre un grappling de très haut niveau, au niveau du débat du plus complet au monde, bon, j'ai Islam qui me vient en tête tout de suite. Ouais, Islam, c'est fort aussi, j'allais te dire. Hein. En boxe, c'est un petit peu moins propre. Allez. Voilà, c'est ce qui me fait dire que je pourrais peut-être le mettre un peu au-dessus, mais sans doute qu'au sol, c'est aussi plus puissant. Il l'a montré surtout. Hein. Mais on est dans ces eaux-là. Hein. On est dans ce débat-là, en fait. On va avoir des réponses, vraiment. On va avoir des réponses samedi soir. Je te dis, il y a juste cette caté de poids, moi, qui m'inquiète pas, hein, mais à voir. Regarde Sterling, quand il est monté, c'était moins flagrant. Tu vois, son jeu en lui-même, tu le voyais sur des trucs qu'il maîtrisait parfaitement dans la catégorie de poids dans laquelle il était précédemment. Bon, après, c'était Evloev en face aussi. Mais on a vu que physiquement, il y avait une petite limite. Et le coach, qu'est-ce qu'il aime chez Topuria? Quand tu regardes Topuria, tu vois, Aldric, le coach, qu'est-ce qu'il fait sourire? Moi, j'aime vraiment la discipline, la recherche justement technologique, tu vois. J'aime bien, moi, les gens qui restent pas sur leurs acquis. Donc là, moi, le caisson hyperbar, j'étais déjà très fan. D'ailleurs, Manon l'a fait aussi. Et ouais, franchement, en termes de technologie, en plus, un grappleur qui devient boxeur, c'est encore plus fort, je trouve. Parce que souvent, moi qui travaille avec pas mal de grappleurs comme Kali Mastour et tout, dit ouais, la boxe, c'est dur. T'imagines que ce mec-là, c'était très sommaire en boxe au début de sa carrière. Si tu regardes les premiers combats, c'est un lutteur qui est devenu boxeur, tu vois. Donc, ouais, beaucoup d'admiration pour le travail parce que quoi qu'on en dise, hein, et on en reparlera pareil pour John Jones, les personnes, tu as le droit d'avoir un avis sur des gens qui sont populaires. Mais par contre, le travail, ça se respecte. Et là, il y a un très, très gros boulot. Il y a un gros boulot. Et tu as dit, c'est pas tous les grappleurs qui arrivent à prendre ce niveau en boxe. Qu'est-ce qui fait que lui, il y est arrivé, tu penses? Il a des qualités en fait naturelles, tu vois, qui font... Parce que c'est aussi beaucoup de boulot. Je pense talent plus boulot. Talent, observation, il y en a d'autres qui bossent, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Il y en a d'autres qui bossent. Non, mais attends, déjà, ils bossent pas tous pareil. Je veux dire, aujourd'hui, dans le MMA, on est encore dans un sport quand même très éloigné de ce qui se fait ailleurs. Je te donne un comparatif avec le tennis. Aujourd'hui, on sait que... Et déjà, au tennis, il y a des différences. Tu as des mecs qui bossent 6 heures par jour et d'autres 4, tu vois. Mais au MMA, on est encore très loin de ça. C'est-à-dire que tu as des mecs qui font un entraînement le matin et une prépa l'après-midi et qui s'arrêtent à ça. Des mecs comme Topuria, il y a de la visualisation, il y a de la récupération active. Je pense que ce mec-là, c'est un bourreau de travail. Vraiment. Moi, je pense aussi, quand je observe sa boxe, et tu sais à quel point j'aime mon anglaise, je pense qu'il vraiment... Il met un point d'accent sur quelque chose qui est un problème fondamental chez beaucoup de mecs en MMA, c'est le footwork.
Aldric. Transfert de poids. Voilà, sa qualité de footwork, de transfert de poids, d'équilibre dans les combinaisons, c'est quelque chose que tu retrouves pas ailleurs et je pense qu'il l'exploite très bien. Et qu'il a compris depuis longtemps que s'il maîtrisait ce footwork, face à lui, il aurait des mecs qui seraient un peu, tu vois, la biche dans les phares de la voiture. Ça, on pourra en faire un podcast entier. Pour moi, le footwork, il faut vraiment le séparer. C'est-à-dire que tu as le footwork qui te permet de frapper à la bonne distance, tu vois. Tu as le footwork qui te permet de te déplacer, de pas prendre les calf kicks. Là, tu vois, j'ai en tête le combat de Mota, par exemple, où il y a un footwork qui est intelligent sur les déplacements, mais pas sur la responsabilité défensive, tu vois. Et tu as le footwork qui te permet aussi de frapper toujours en équilibre. Pour moi, il y a vraiment 3 paramètres qui sont indépendants parce qu'ils les ont pas tous. Topuria, il les a tous. Ouais. C'est-à-dire qu'il est rarement en déséquilibre. C'est-à-dire qu'il est toujours dans une position qui va lui permettre de générer de la puissance. Défensivement, c'est loin d'être mal, loin d'être mauvais. C'est toujours bien placé, ça absorbe bien les frappes. Et offensivement, il te met une pression juste avec le cadrage. Donc lui, il a les 3. Et cet équilibre, c'est essentiel en fait. Les gens se rendent pas compte. Pour générer de la puissance, oui. Ce qui fait la force, par exemple, en anglaise d'un Naoya Inoue par rapport à sa catégorie de poids qui est basse, c'est qu'il a ça, qu'il a cet équilibre et qu'au bout de 3-4 coups en combinaison, il a toujours cet équilibre parfait pour envoyer le plus fort possible sa droite. Ça fait une diff énorme. Oui. Par contre, j'ai une question. Il est invincible ou pas, Topuria? Non, personne. Avec des gants de 4. C'est ma provoque, mais tu me connais, c'est la provoque de la question. Mais en gros, le sous-entendu, c'est comment on le bat, ce mec-là. Comment tu battrais Ilia Topuria si toi, t'étais le coach en face? C'est quoi ton chemin? Moi, je te dis que même si stylistiquement, le match-up, il est pour Ilia, Charles, il y a des chances. Une montée de poids un peu compliquée qui le rend un petit peu vulnérable sur de la durabilité, c'est-à-dire sur on l'a vu en plus que des fois, même dans sa caté précédente, alors peut-être qu'on peut mettre ça sur le cut aussi, tu vois. En fait, on pourrait faire des questions et des spéculations, surtout, est-ce que sa non-durabilité, parce qu'on l'a vu fatigué dans des combats dans sa caté précédente. Est-ce que c'était dû au cut? Exactement. Mais là, vu qu'il va moins cutter, je reprends toujours une phrase de Khabib aussi, quand tu cuttes moins, t'es moins méchant, t'es moins agressif, t'as moins cette grinta. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Mais pour répondre à ta question, au sens littéral, je pense que si tu dures contre lui, il peut s'agacer. Et avec Charles, il faut pas ou voire même se jeter au bout d'un moment, tu vois. Et Charles, ouais, il a son mot à dire. Et on rappelle qu'il prend un down, quand il prend un down contre Jay Herbert à Londres, on est en 155. C'est ça. C'était son premier passage dans cette catégorie-là. Donc il prouve, on a toujours ces questions-là. Quand tu montes, est-ce que le menton va tenir face à des mecs qui frappent plus fort? Exactement. Ce soir-là, il va au sol. Et tu vois, quand on voit ce que Fares il a fait de Jay Herbert, on peut développer jusqu'à demain matin sur tout ça, tu vois. Mais attention, les catés de poids, c'est pas si facile. Tu sais, souvent maintenant j'entends, c'est très à la mode, double champ. Moi, je veux faire double. Les mecs sont même dans des orgas régionales et ils te parlent de double champ. Attention, les gars. 4 kilos, c'est beaucoup. Maîtrise. En fait, on se rend pas compte que ces 4 kilos, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, c'est pas 4 kilos. Avec le rebond du lendemain, il peut y avoir un décalage important. Aldric, 4 kilos, c'est énorme. Pour reprendre une nouvelle fois l'anglaise, dans les petites KT, il y a des fois des 2 kilos d'écart. Et en fait, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que si le mec de la KT au-dessus, dans le sous-monte, il va se faire allumer. Mais si tu veux, il y a une vraie diff. C'est important aujourd'hui. On parlait dans le dernier Jab Culture du nivellement du niveau. C'est parce que le niveau monte, justement, que c'est plus... Avant, quand techniquement, il suffit de le mettre sur le dos ou de le coller contre la cage, tu peux monter de 3 KT, même si tu veux, tu vois. C'est aujourd'hui que ça devient compliqué parce que les niveaux sont de plus en plus hauts. Il y a un point aussi important, pour finir sur cette présentation de ce Topuria Oliveira. Je disais, il a changé d'équipe de coaching. En tout cas, Ilia Topuria, alors il était au Clement Club, les frères Clement de l'origine argentine, à Alicante, si je dis pas de bêtises. Depuis, il a déménagé d'Alicante à Madrid. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant avant que tu me répondes sur est-ce que ça peut changer les choses, c'est qu'il a déménagé en grande partie parce que sa popularité a explosé après Volkanovski en Espagne. Donc pour profiter notamment des opportunités marketing, médiatiques, toutes ces choses-là, on se rappelle qu'il avait été naturalisé direct, espagnol, tout ça. Il a déménagé à Madrid. Je crois qu'il y a 300 ou 400 bornes entre les deux, donc c'était plus possible de rester au club. Par contre, il y a des nuances à faire. Moi, quand j'ai observé tout, parce qu'on dit beaucoup, je le voyais passer, il change d'entraîneur, c'est un risque énorme avant un combat comme ça, avant une montée de poids et tout. Et en fait, j'ai noté les noms parce que je veux pas dire de bêtises, mais toute son équipe, le cœur principal de son équipe reste avec lui. En fait, si tu y penses. Je vais te citer les noms parce que je veux pas dire de bêtises. Les coachs de grappling, c'est Mathias Ribeiro, Mani Tavainei. Il y a les docteurs Aldo et Jesus Gallo qui s'occupent de sa préparation physique. Il y a un autre Clemente qui s'occupe de son striking, mais qui n'est pas lié aux deux frères Clemente qui étaient dans son gym d'avant. En fait, est-ce qu'il y a un vrai risque quand tu as gardé le cœur de ta prépa? Quand je disais ça, nouveau camp, j'aurais dû, mais c'est bien de le préciser maintenant, c'est aussi nouvelle ville, nouvelle vie tout court. Et là, j'ai envie de te faire un parallèle très simple. Alors,
c'est pas Pereira non plus. On sait que Pereira, à un moment, il passait sa vie en dehors de son gym et de son camp parce qu'il répondait à toutes les sollicitations des sponsors. On l'a vu à Monaco, on l'a vu en Chine. Et du coup, je pense qu'il y avait moins de place à l'entraînement. Là, il y a quand même une vie mondaine et extra-sportive plus importante. Ouais, tu sais qu'il fait des podcasts maintenant en Espagne, il fait beaucoup de choses. Télé, beaucoup aussi. Maintenant, si tu regardes ses combats attentivement, et sur le Embedded, ils en parlent un peu, tu as vu que la voix qu'on entend le plus pendant les combats, c'est son frère. Ouais. Et ça, il est toujours avec lui et il s'entraîne toujours avec lui. Total, c'est le dernier membre de l'équipe qui reste aussi. Ouais. Et vraiment, pour moi, je sais pas s'il a un rôle de head coach dans la planification, mais en tout cas, la voix qui fait la diff, et même contre Lowe, il lui dit des trucs absolument fabuleux. Moi, j'aime bien écouter, tu vois, et sur le Fight Pass, tu peux avoir une oreille vraiment attentive au coaching, et on n'en parle jamais, mais son frère, il est hyper fort dans tout ce qui... Tu vois, c'est un combattant, pour l'instant, de ce qu'il a montré, je prends des pincettes, parce que s'il faut, c'est un combattant aussi fort que son frère, mais plutôt moyen, parce que ses débuts à l'UFC... casse pas trois pattes. Hein. Mais meilleur coach que combattant, quoi. Ah, par contre, sur le coaching, c'est exceptionnel ce qu'il lui... Contre Holloway, il fait une masterclass en coaching. Donc, le frère est toujours là. C'est plus la vie qui a changé autour de ça et la nouvelle KT, tu vois. Et ça pose une question, mais tu répondais un petit peu en faisant ce comparatif avec Pereira, mais en fait, tous les mecs qui donnaient ces infos-là que j'ai pris pour, tu vois, vraiment les infos précises sur ce changement de camp, ils disaient, nous, notre inquiétude, c'était des Espagnols, des spécialistes MMA espagnols, c'est notre inquiétude, elle est plus là. Est-ce qu'il a encore faim ? Est-ce que ce mode de vie qui a changé, collaboration avec des célèbres chanteuses, des choses comme ça, enfin, tu vois, est-ce qu'il s'est pas un peu trop embourgeoisé ? Non, après, il a toujours vécu, même au début, moi, je me demandais d'où il sortait l'oseille, tu vois. Il a toujours vécu comme un millionnaire, tu vois. Ouais, c'est pas de Saroukian où tu sais que les parents sont riches. Tu vois, donc lui, il a balayé ça un peu d'un revers de la main sur une de ses premières grosses interviews. Je crois qu'il a dit qu'il avait fait des bons investissements. Je le cite, je crois que je me trompe pas. Mais non, je pense que là-dessus, il a toujours bien vécu. Donc, à voir comment, pourquoi, ça ne nous regarde pas. Mais je pense pas qu'il y ait un très gros changement là-dessus. C'est plus sur le rythme. Et peut-être que ces nouvelles obligations lui font passer un petit peu moins de temps à l'entraînement. Ça, ce sera ça qui sera à vérifier. Et petit détail que certains n'avaient peut-être pas sur cette séparation avec les frères Clement, il faut savoir qu'en fait, ils supportent tous les deux une organisation régionale espagnole qui est différente. Ilias s'est vachement mis derrière le WOW, qui est supporté par l'UFC, et les frères Clement sont engagés avec une autre organe locale espagnole. Donc il est possible qu'il y ait eu des dissensions aussi à ce niveau-là, tu vois, de qui on met en avant et comment on le met en avant. Bon, tu dirais qui quand même, pour la fin de nos débats entre Charles et Ilia? Moi, je te le dis avant que tu répondes, c'est Ilia. Ouais. Ilia. Il va s'imposer, il va même sur le run, tu vois. Charles, tu sais, dans la tête, quand je dis pas qu'il n'est pas légitime, mais un 2-2, mentalement, tu vois, mon virage aujourd'hui de coach, il se fait beaucoup sur le dialogue et pas la préparation mentale, parce que chacun son métier. Il y a des gens très qualifiés là-dedans et c'est pas du tout mon cas. Mais en tout cas, dans tout ce qui est légitimité, projection et tout. Et en fait, je pense que c'est plus difficile quand tu arrives avec un 2-2, quand tu arrives avec un 7-0, tu vois, pour la ceinture. Surtout quand tu prends un mec comme ça, très fort en face, qui lui est sur cette dynamique. Ça va être plus compliqué. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul mot, durabilité. S'il ne le fait pas douter, je pense que ça va être très, très compliqué pour Charles. Et s'il s'impose comme on le pressent tous les deux, lundi prochain, on se fera aussi un petit truc sur tous les match-ups qui peuvent nous intéresser pour Ilias. Et il y en a. Hein. Et il y en a. Ouais. Il y en a masse. Il y en a même avec des Français. On verra de quoi l'avenir sera fait. C'est une énorme carte. Je le disais dans l'intro, Aldrix 317. On a plein de combats qui peuvent nous exciter. Qu'est-ce qui t'excite le plus derrière ? On prend surtout la main card, mais c'est quoi le moi, les flyweights, ça m'excite aussi. Hein. Ah ouais, y a un la revanche Pantoja-Kaikara, plus Royval derrière pour la demi-finale mondiale, entre guillemets. Moi, je suis... on entame ce dos-là. Donc, le co-main event, c'est la défense de la ceinture des fly. 4e défense de titre pour Alex Pantoja, le Brésilien, qui n'est toujours pas assez respecté, selon moi, dans le top 10 pound for pound de l'UFC. Mais c'est un autre débat pour un autre jour. Qui défend donc contre Kai Kara France. T'as raison, c'est une revanche, puisqu'il s'était affronté au TUF. Ouais. Il y a 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Victoire à l'époque de Alex Pantoja. Là, il n'y avait pas eu photo. J'ai regardé le combat. Les 2 rounds sont pour Pantoja. Ils le dominent largement. Ouais. Tu vois un autre scénario après 9 ans de... Je te mets le contexte un peu. Moi, de ce que j'ai lu en pré-combat, j'ai lu aussi du Pantoja qui craignait la puissance de Kai Kara France, qui dit ça, faut que je fasse attention à ça. Moi, j'ai l'impression que si Pantoja joue son jeu, c'est supérieur. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de similitudes avec le combat qu'on vient d'analyser. Déjà, petit fait de combat, Kai Kara, il est aussi à 2-2 sur ses 4 derniers combats. Donc, pareil pour le mental, tu vois. Il y a 2 choses. Je pense qu'au niveau du pied-point, parce que quand ils se sont affrontés au TUF, Pantoja avait même l'avantage là-dessus. Là, aujourd'hui, je pense que sur le striking pur, Kai Kara a au minimum rattrapé son retard. Moi, je pense même qu'il a légèrement dépassé. Combo létaux, beaucoup de puissance, tu vois. Donc, par contre,
aujourd'hui, si on fait un petit peu des statistiques sur le City Kickboxing, on se rend compte que quand ça mixe, ils sont plus embêtés. Je veux dire, le seul local qui a fait un très très gros combat contre un lutteur, c'est Volka. Mais on sait que c'est pas tout à fait la même équipe. Il va faire que des parties de camp. Il avait pris Greg Jones. C'est Greg Jones qui l'a préparé. Exactement. Clairement. Là, j'ai fouiné. Alors, peut-être qu'il montre pas tout, hein, mais entre le City et Kai Kara, je suis allé investiguer. J'ai fait un travail de journaliste à la RB et j'ai rien trouvé sur une personnalité du grappling qui soit venue mettre son grain de sel. Donc, je pense que tout le résultat et l'enjeu de ce combat, ils sont là-dessus. Si Pantoja, il mixe et il met de l'incertitude sur les takedowns, je pense que ça va être très compliqué. Et moi, je te dis, quand j'entendais cette interview où il parlait de la puissance, il était peut-être que je vais devoir faire différemment, être plus mobile, mais il sait faire différemment, avoir plus de déplacements. Moi, j'ai l'impression qu'il ne doit pas changer grand-chose, en fait. S'il mixe comme il sait le faire, mais il mixe déjà. Parce qu'il sait le faire, exactement. Je pense qu'il il est supérieur à Kai Kara France, pour moi. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'ai envie de voir Kai Kara sur quelqu'un qui le lutte. Tu vois, c'est le travail qui a été fait parce que je suis persuadé qu'il va le faire. Pantoja, il est intelligent. Il a un fight IQ très important. Ils lui font que des guépiers depuis qu'il défend sa ceinture. Donc, moi, j'ai envie de voir. Mais pareil, tu vois, au niveau de la légitimité du truc, alors, c'est sa chance de sa vie à Kai Kara, tu vois, mais sur un 2-2, je sais pas ce que ça donne en termes de projection, d'assurance, d'être sûr de soi. C'est plus compliqué qu'un gros run. Alors que l'autre, comme d'ailleurs dans notre premier combat, lui, il est en toute confiance. C'est ça. Quatrième défense, comme je le disais, il est sur Exactement. un run magnifique. Je pense qu'il est au prime de sa carrière, Exactement. Pantoja. C'est niveau confiance, il y a Ça joue deux beaucoup. façons de voir. Ouais. Ouais. Et puis, Kai Kara France, c'est qu'il doit pas se louper. Il t'a déjà battu il y a 9 ans, s'il te rebat là, ta chance, puis- tant que Pantoja sera champion, tu l'auras plus, quoi. Tu sais, je trouve que 57, 61 même, on peut le mettre dans le mix. Hormis 2-3 individualités exceptionnelles, on parlera de Talbot juste après, qui combat aussi sur la carte, il y a peu de KO. On le dit franchement, tu vois. C'est ce qui fait la beauté de ton boxeur préféré japonais aussi, tu vois. Donc, c'est des KT où il y a moins de KO. Quand on parle des filles, c'est souvent ce que je dis, mais arrêtez avec les KO des filles, ça n'a rien à voir avec les filles, ça a à voir avec la KT. À 57 kilos, il y a moins de KO, parce que ça va plus vite et ça frappe effectivement moins fort. Totalement. Mais des femmes à 84 C'est exactement, ça tu va vois. envoyer. Oui. Mais, et du coup, il y a une dimension plus technico-tactique, encore plus dans ces KT-là, tu vois. Donc, je pense que là-dessus, pareil, match-up Pantoja. Et on ouvre parce qu'on a dit, c'est un dossier fly entièrement. Le combat d'avant, c'est la demi-finale, en fait. Ça va désigner qui sera le prochain challenger. Celui-là, je pense que il m'excite beaucoup sur cette carte-là. Celui-là, Joshua Van, donc numéro 11 aujourd'hui, qui défie Brandon Royval numéro 1. Ça devait être Brandon Royval contre Manel Capé, blessure au pied de Manel Capé. C'est Joshua Van qui sort d'un combat quasi en short notice. Il prend 9e combat en 2 ans. Joshua Van. Ah, il envoie Joshua Van. Il est au niveau rythme, ça envoie très fort. Celui-là, Aldric. Moi, il m'excite aussi. Hein. Ah, il est très beau. Ouais. J'aime bien Joshua Van, tu vois, j'ai envie de voir. Là, il y a de l'adversité, parce que Royval, c'est fort. Grosse étape. Et en plus, tu vois, ils sont intelligents. Au lieu de prendre un backup, même si c'est bien d'être backup, nous, on a fait l'expérience à l'époque, c'est intéressant, mais là, tu prends. Je pense que s'il y a une blessure ou un qui fait pas le poids pour la ceinture, c'est Royval qui va y aller. Au niveau du classement, il est bien devant, tu vois. Joshua Van serait compensé. Enfin, tu vois. Ouais, voilà. Je sais qu'ils vont lui redonner un autre combat dans quelques semaines. C'est pas optimum, mais c'est quand même plus intéressant qu'un backup, je pense. Ouais, et puis tu t'écris aussi l'histoire. C'est-à-dire que les mecs devant l'écran, ils savent, OK, là, on vient d'avoir soit Royval, soit Van qui s'est imposé. Tout de suite après, t'as la suite. Voilà. Le comparatif, il est immédiat, il est saisi, tu vois. Donc, hyper intéressé par ces deux fights, moi. Van, trop vite ou pas? Tu sais qu'il est favori. Hein. Il a ouvert favori direct dès le début. Beaucoup le voient s'imposer et devenir le nouveau challenger. Je pense que quand t'es déjà dans le top 10, alors c'est vrai que c'est une KT qui est pas super fournie. On parlait quand on faisait un peu le zoom sur Nicolas Leblond. On parlait de ça. La KT est pas super fournie. Mais quand même, pour moi, quand t'es dans le top 10 mondial, tu peux faire la ceinture à n'importe quel moment, tu vois. Joshua Van, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Qu'est-ce que t'aimes chez lui? C'est un beau petit combattant. Ouais, mais complet, tu vois. Ouais. Complet, intéressant. Comme tu l'as dit, 9 combats en 2 ans, donc il y va, il enchaîne. Le mec qui vient de combattre, c'est quoi, 3 semaines, 4 semaines son dernier combat? Je dis pas de bêtises. Hein. Franchement, moi j'aime cette fin et j'ai envie de voir. Après, Royval, c'est fort quand même. Donc, non, vraiment. Très fort aussi. Là, tu sais quoi? C'est le seul. Autant j'ai des pronostics assez pointus et sûrs de moi, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais sûr de rien dans ce sport. Là-dessus, j'ai un doute. Hein. C'est le plus compliqué. C'est vraiment. J'ai un gros doute. À pronostiquer, il est très dur, mais ça veut dire qu'on va s'éclater normalement, parce qu'en plus, avec la qualité technique de ces mecs-là, et Van, c'est l'avenir. Enfin, tu sens que voilà, l'UFC, avec cette activité-là, on sait ils aiment bien. Ils adorent ça. Ouais. Et donc, c'est une récompense. Et si tu es au niveau auquel tu penses être et auquel beaucoup te voient, derrière, ce sera la ceinture pour toi. Pour le coup, s'il fait ça,
et que Pantoja défend derrière, le Pantoja Van, il va être très c'est ça. Ouais. Et moi, je suis 10 fois plus excité par ça que par un Airseg, tu vois, à l'époque. Ouais, Tu vois. ouais, total. Donc, non, vraiment, content de voir ce petit. Moi, c'est pour ça que je te dis, j'ai envie de voir quand même. J'aimerais bien que ce soit Van qui passe. Puis c'est bien ils savent aussi la situation dans laquelle ils sont dans cette KT, où Pantoja, il a quasiment roulé sur tout le monde. Enfin, tu vois, en fait, maintenant, c'est que des revanches, même si c'était il y a quelques années. C'est bien d'avoir ce 109 là. Je pense qu'ils seront très contents l'UFC si Van s'impose. T'as Capé derrière, qui est pas mal aussi, qui est divertissant, même si là, il a vraiment pas eu de chance. T'as vu les vidéos de la blessure elle fait mal, cette fracture du pied. Oui, mais non, là, la KT, elle a du renouveau, tu vois. Je trouve ça très bien. On remonte sur cette main card et on arrive juste avant à celui qui est finalement le moins excitant de la main card, alors que ça peut être un beau combat. C'est Dariush Moïcano. Qu'est-ce que tu as à nous en dire sur ce fight-là ? Bah, écoute, j'ai envie de te dire, là, ils se battent pourquoi ? Pour rester compétitifs et pour rester dans le top 10 aussi. Parce que là, moi, je suis persuadé que même si Dariush, il a fait les beaux jours de l'orga, si c'est Dariush... Alors, Moïcano, non. Je pense qu'ils vont être tolérants parce qu'il a quand même pris le short notice contre Islam et tout ça. Ils ont le même âge. Pourtant, Dariush, avec ses cheveux blancs et tout, on croit toujours qu'il a 40 ans passés. Pas du tout. Ils ont 35 ans tous les deux, peut-être 35-36 l'un pour l'autre. Je pense que pour Dariush, si la dernière s'y perd, il va se faire release par l'organisation. Okay. Et stylistiquement, j'aimerais bien que ça aille au sol. Parce qu'en fait, tu as quand même un mec, Binel Dariush, qui a un niveau mondial, là par contre, en grappling. Moïcano, on a vu que c'était très fort aussi au sol. Donc, même, plutôt que de voir un moyen combat debout, même si c'est très engagé et que Moïcano est agressif, j'aimerais bien que ça aille au sol, tu vois. D'avoir un beau combat au sol. Mais tu sais, tu disais ça, il a pris le short notice. Moi, je trouve ça presque... Je m'attendais à ce que Moïcano soit plus récompensé. Non, que Dariush. Je sais pas, genre un Pimblet, tu sais, en commun d'un gros événement ou un combat un peu plus bankable, quoi. Après, quand j'ai vu Dariush, je me suis dit, ils ont pas été hyper après, celui-là, il peut le cool gagner, avec lui. Tu vois. Par contre, il peut le gagner. Voilà. Est-ce que la récompense, c'est d'avoir un match-up intéressant ou est-ce que c'est d'avoir un match-up gagnable ? Parce que le truc, c'est que il faut bien expliquer. Aujourd'hui, un money fight, ça existe que pour des très grandes stars ou un titulaire de la ceinture. Là, tu touches sur les pay-per-view. Moi, je suis quasi certain, et j'ai pas de certitude. Je ne connais pas le management de Dariush, mais je ne pense pas que Dariush soit que Moïcano s'est intéressé au pay-per-view. Ni Dariush, d'ailleurs. Non, tu vois, pas non plus. Je pense pas qu'ils aient ce niveau de contrat. Donc, parce que, qu'on soit bien d'accord, normalement, ce sont les champions et quelques grandes stars qui sont capables de vendre, qui ont des contrats d'intéressement. Donc ça veut dire que Money Fight, ça n'a que le nom, quoi. Non, je disais plus, moi, c'était plus Money Fight. C'était pas trop économiquement. C'était plus main event d'un beau truc ou comme main event d'un pay-per-view face à un nom un peu plus gros. Tu vois, c'était être plus mis en lumière que ce qui va être là. Ou comme je t'ai dit, sur les 5 combats de la carte principale, je pense que c'est celui qui m'excite le moins, finalement. Moi, j'ai envie de les voir au sol. Après, je pensais qu'ils avaient fait ce combat comme Royval pour avoir un backup, mais j'ai lu rapidement que c'était Tsaroukian le backup de... En tout cas, lui, il annonce. C'est ça. Mais jamais eu une officialisation de l'UFC pour l'UFC n'en parle jamais, en fait. C'est très rare qu'ils disent lui est backup. Non, pour Manon, personne ne le savait. Et c'est vrai que si tout nous prévient pas, en fait, on le découvre presque quand elle fait la pesée, Manon. C'est ça. Ouais. Donc, à voir. Je suppose que si Tsaroukian le dit, c'est que c'est vrai. Mais ça, c'est bizarre quand même, pareil, puisqu'il est censé être puni par Dana l'avait dit, il va retourner derrière il doit prouver des trucs après avoir avoir pull out en short notice contre Islam en janvier. Et là, t'imagines, si jamais. Après, pour moi, un backup pour lui, c'est une punition. Imagine Charles fait pas le poids. Donc c'est lui qui se retrouve dans le title shot. Donc il est puni en ayant un title shot. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand tu as affaire à un gros lightweight, et Tsaroukian, je pense qu'on peut le classer parmi aussi les gros lightweight, un backup, je suis pas sûr. Parce que déjà, c'est pas la prime normale. C'est une prime qui est minorée par rapport au show et au win bonus qui sont, à mon avis, pour un mec comme Tsaroukian, il est à plus de 200 000, tu vois. Donc déjà, c'est pas ce prix-là qu'on va lui donner sur le backup. Et en plus, ça te prive, parce qu'il faut le temps que les reins encaissent la déshydratation et tout. Je suis pas sûr que nous, c'était important parce qu'en fait, pour Manon, on savait que ça cloisonnait le truc pour être le prochain pour la ceinture, c'est souvent le cas. Mais après, c'est pas une... toi, c'était plus un truc périphérique. Exactement. De s'assurer que le title shot soit derrière. Mais après, tu fais un camp, malgré tout, quand t'es backup, parce que tu peux pas te présenter comme ça si ça passe, même si les chances sont de 8-10%. Donc, tu dois faire un camp où tu vas toucher moins d'argent que d'habitude et où tu fais une déshydratation. C'est presque une punition. Ouais, je vois. Il y a beaucoup de points négatifs par rapport aux points positifs. Et la carte, elle s'ouvre avec un banger absolu, qui était censé être en prélim la première fois qu'ils l'ont annoncé, mais je pense qu'ils ont vite compris leur erreur. Peyton Talbot, Felipe Lima. Felipe Lima qui reste sur 14 victoires de suite, je crois. Il avait les débuts de Lima à 61 d'ailleurs. Ouais, tout à fait.
Ça devait être contre un certain Taylor Lapillus au départ, non? C'est début à 60. Nostalgie. Taylor Lapillus, exactement. À qui on passe le bonjour, qu'on espère revoir vite dans la cage. Mais moi, il me rend... Il reste sur une défaite contre Ronnie Barcelos, donc il doit rebondir, Talbot. Le prospect très bien coté. En plus, on rappelle, il reste sur une défaite contre Ronnie Barcelos, donc il doit rebondir, Talbot. Le prospect très bien coté. Et le génie du All-Star, qui est la nouvelle génération, parce qu'on sait que le All-Star de mon ami Majdi Chamas est en difficulté depuis qu'il n'y a plus Khamzat. C'était un peu le point en Europe où il fallait aller s'entraîner. Et c'est pour ça que je râle, moi, un peu. Mais là, c'est le coach qui râle de ne pas pouvoir vous annoncer tout de suite la nouvelle salle et tout, parce qu'en fait, il se passe un truc très grave, entre guillemets. Il n'y a plus personne qui vient s'entraîner en Europe. La plupart des fighters européens ne vont plus au SBG, vont moins en Factory. Vont moins au All-Star. Et ne vont plus au All-Star, ou quasiment plus. Alors que tu avais Omar Sy, Ilian Boifia, il y avait plein de mecs qui allaient s'entraîner là-bas pour croiser Khamzat et tous les fighters qui drainaient dans son entourage. Et aujourd'hui, il y en a moins. Il y a pas mal de mecs qui ont été released de l'UFC. Je parle de Joséphine Nuxon et d'autres, tu vois. Et du coup, Ilir Latifi... il y a moins de monde, et c'est le dernier gros prospect. Il y en a d'autres, hein. Il y a Gustafsson aussi, mais pas le lightweight, le middleweight et le welterweight. Mais c'est un des derniers gros prospects du All-Star, donc on a envie de voir ce que ça va donner. Il est temps d'ouvrir une grande salle à Nice, Aldric, pour remettre un peu de... Ouais, parce qu'ils vont tous en Thaïlande ou aux États-Unis un maintenant. Un peu de feu en Europe, là. Ouais, c'est vrai. Un peu de quelque chose. L'Europe est vide. L'Europe se vide. Les gros camps, ils se font ailleurs, notamment en Thaïlande, notamment aux États-Unis, tu vois. Donc, ou à Dubaï, à Abu Dhabi, quoi. Mais aujourd'hui, on n'est plus une destination de camp. On finit sur ce 317 avec, pendant une minute, je t'avais dit quand on préparait l'émission, je voulais expliquer à nos auditeurs qui savent pas ce que c'est que l'International Fight Week. Parce qu'on leur dit tous les mois, fin juin, début juillet, on leur dit toujours, c'est la grande annuelle International Fight Week, mais les gens savent pas forcément ce que c'est. Pour le coup, j'en ai fait 2 fois à Las Vegas. Donc c'est le raout annuel, en fait, de l'UFC à Las Vegas. Si vous aimez l'UFC, si vous avez un déplacement à faire à Vegas, c'est celui-là, en fait. Parce que toute la semaine, vous allez avoir des événements connexes autour de l'UFC 317. Il y a des fights, d'ailleurs. Il y a des événements de fight, de grappling. Une année où j'y étais, il y avait un championnat de grappling. Il y a eu les IMAF à une époque. Yuri Benejari, champion du monde lors d'une Fight Week internationale à Las Vegas. C'est ça, tu avais les championnats du monde là. Et donc tu as beaucoup d'événements autour et tu as l'UFC X qu'ils appellent. Donc pendant 2 jours au centre de convention de Las Vegas, tu as une sorte de salon de l'agriculture de l'UFC, en fait, tu vois, pour le dire grossièrement, avec plein de stands où tu peux jouer, bien sûr des boutiques pour acheter tous ces souvenirs comme tu veux, des fighters qui viennent pour des séances d'autographes interminables ou des séances de meet and greet, donc tu peux prendre la pause avec eux et se faire prendre en photo. C'est plutôt, si vous aimez l'UFC et le MMA, franchement, n'hésitez pas, si vous avez les moyens d'y aller ou que vous voulez y aller, parce que c'est un événement cool à faire, pour le coup, l'International Fight Week. Puis pour ceux qui vont aller là-bas, envoyez-moi un petit message, parce qu'il y a une très belle collab October Very Own, la marque de Drake, avec l'UFC. Il y a Georges Saint-Pierre, si vous allez sur son Instagram, qui a montré un très beau Teddy de la marque. Il y a une commande en cours pour Aldric. La collab, elle me plaît, là, on va passer 2-3 coups de fil. C'est comme moi, tu vois, quand sur Twitter, chaque fois qu'il y a un mec au Japon, j'ai dit, tu peux me ramener ça, tu peux me ramener ci. Il y a une belle collab. On reste en projection avant de débriefer l'UFC Bakou de ce week-end, Aldric. Ça a été officialisé ce matin, donc on était obligé d'en parler. Nassourdine Imavov contre Caio Borraio, numéro 1 contre numéro 6 des moins de 84 kilos. Ce sera le main event de l'UFC Paris le 6 septembre à l'Accor Arena de Paris. C'était attendu, le combat, il s'était chauffé depuis quelques jours. Nassour nous avait fait comprendre qu'il avait quitté le backup de Chimaev Duplessis pour fighter à Paris. Ce sera le main event. Première question d'abord là-dessus, avant qu'on parle juste du combat, mais ça veut dire qu'on n'a pas Cyril Gane à Paris ? À 90%, oui. Je pense aussi. Hein. C'est une star, Cyril, quand même. Donc, tu es obligé de le mettre en main event ou alors en co-main, mais j'ai plus de mal à l'imaginer. C'est quand même une très grande star. Voilà. On parlait de vérité et le côté Meda, pourquoi pas le mettre en co-main ? Sportivement, ça fait sens. Pour le grand public et la popularité et le côté porte-étendard du MMA français, Cyril, il est au-dessus de Nassour. Ouais, mais même, j'y crois pas, parce que s'il doit y avoir un combat de Cyril hors ceinture, pour moi, c'est Volkov, parce que Dana s'est engagé, et en général, il tient pas tout le temps ses promesses, mais il essaie de les tenir, et tu peux pas... Du coup, ça serait quoi ? Ce serait 1 contre 2, hein, maintenant qu'il y a plus... Je crois que s'il prend Volkov, c'est le prochain... Il y a plus de Jones, oui. Donc, je crois que c'est 1 contre 2, tu peux pas faire 1 contre 2 co-main, même si c'est 1 contre 5 derrière, tu vois. Surtout quand tu as le niveau de star. Donc, je pense que ça veut dire pas tirer sur la carte. Pavlovich est booké contre Wilder Costa. Ouais. Enfin, donc, il y a plus beaucoup de possibilités là pour le coup, à part Volkov ou Almeida. Non, je pense qu'on le verra pas, moi. Moi non plus. Non. Et on espère que ce sera plutôt donc, en pay-per-view contre Thomas Spinal pour la ceinture. Le nouveau champion officiel de l'UFC avec la retraite de John Jones. On le dit tout de suite, on va pas passer la moitié de Aldric Enerby à parler de John Jones parce que ça mérite au moins autant de temps que ça. Donc le Jab Culture qu'on va enregistrer dans la foulée, il sera publié demain soir, mardi.
Et on vous dit tout sur John Jones, son héritage, pourquoi c'est pas le GOAT. Enfin, ce genre de petites questions un peu qui va nous titiller, on va dire. Et on fera bien sûr tout un chapitre sur l'évolution des lourds, enfin, où est-ce qu'on va avec Aspinall champion maintenant et tous les match-ups possibles à faire. Nassour, ce sera son premier main event à Paris, première fois qu'il sera main event. C'est pas le plus beau main event qu'on ait eu à Paris pour l'instant. Alors, sportivement, clairement, oui. Parce que là, on sait que c'est... Bon, à l'époque, on espérait, nous, que Rose Manon, ce soit l'accessite au titre. Ça n'avait pas été le cas, puisqu'il y avait Blanchfield derrière. Mais, Tuivasa était mieux classé quand il affronte Gane, mais je trouve que sportivement, Nassour, Caillot, c'est autre chose. Ouais, puis en plus, je vais faire une petite passe d'essive, une petite dédicace à Clément Marcoux. J'aime bien son avis quand il dit qu'il faut se méfier de Borralho, tu vois. Parce que tu sais que ce mec-là, quand même, est allé jusqu'à s'entraîner au All-Star juste pour épier et comprendre le jeu de Khamzat, tu vois. Il l'a dit après, parce que il est au Fighting Nerd, il y a beaucoup de sparring de très haut niveau, il y a tout, surtout maintenant, hein. Mais à l'époque, il y en avait déjà, et il a passé beaucoup de temps au Brésil, et il a dit après que c'était juste pour comprendre Khamzat, s'entraîner avec lui, et essayer de capter un petit peu son énergie, sa technique et sa façon de faire. Et je pense que, tu as vu, il y a d'autres mecs que tu peux prendre et il y a même des meilleurs match-up pour lui parce que Nassour, c'est pas un bon match-up. Il frappe fort, il va vite. Donc, j'ai une petite part d'inquiétude quand même. Mais je pense qu'il sous-estime Nassour. Parce s'il call out Nassour, c'est qu'il est sûr de lui. Avec son équipe, on sait que Fighting Nerd, très très grosse équipe aussi d'un point de vue technico-tactique, sensation, réflexion sur le combat en lui-même. Mais je pense que sa réflexion est très bonne, mais qu'il ne se rend pas compte de qui il a en face. Moi, deux réflexions. Déjà, immense respect à Nassour. Nassour, il pouvait rester backup. Il pouvait rester backup. Il y a plein de fighters qui auraient dit, moi, je préfère rester backup au cas où, en plus, c'est Khamzat. Il est possible qu'il nous fasse une dinguerie, qu'il puisse pas fighter, ce genre de choses. Il y va. Il assume. Tu pourras pas lui nier, si bat Caio Borralho, que c'est lui qui mérite le combat pour le titre. Bah, il aura effacé fait le ménage, tout le monde. Ouais, c'est ça. Il aura fait le ménage. Il manque que Strickland, mais il l'aura plus tard. Ouais, tu le prends. Ça, c'est pour la défense, c'est parfait. En plus, c'est encore plus. Strickland ne peut plus te dire non une fois que tu as la ceinture. Mais tu vois, objectivement, je pense, j'ai aucun doute là-dessus, mais je pense que Strickland, c'était un meilleur match-up que Caio. Parce que Caio, il est imprévisible aussi, tu vois. Strickland, il le connaît, il a déjà passé 5 rounds avec, donc je pense que c'est un combat plus facile que Strickland, que Caio Borralho. Ah, c'est pour ça que je dis immense respect à Nassour. C'est un vrai risque de prix, d'autant plus sur ta position. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait, pour venir à Paris, de prendre un mec qui est derrière. L'année dernière, Brandon Alès, c'était le cas aussi. Chapeau. Ouais. Chapeau à Nassour, parce que ça va être beau pour lui de vivre ce main event, et j'espère qu'il nous le fera, parce que je crois qu'il va nous le faire pour Mais j'ai pas de doute. Je suis sûr qu'il le sous-estime. Le match-up, il est plaisant. Il est cool. C'est un beau combat qu'on va voir à Paris. Tu nous rajoutes un Gamrot BSD comme on pense peut-être en co-main. Manon, t'as pas de nouvelles pour l'instant, on est d'accord? Non. Mais il y a des choses qui se trament. T'as vu qu'il y a des rumeurs d'un Grasso Namajunas à la Noche. Ce qui confirmerait ce que tu nous avais dit, que toi tu dis que ce sera jamais Grasso à Paris. C'est impossible. Ouais. Il y a un événement. Là, je pense qu'ils vont faire plusieurs choses. Ils vont pousser la chinoise, le Joker là qui vient de s'imposer contre Ariane Lipski, qu'ils ont viré. C'est rare qu'ils virent quelqu'un du top 15 toujours en activité. L'ancienne championne du KSW, elle a raté le poids, elle a perdu contre Joker là, la chinoise, virée. Salut. Donc la chinoise va combattre, je pense, sur le Fight Night de Chine, qui est 3e semaine d'août, si je ne dis pas de sottises. Donc il commence, nous en tout cas, ça commence à se resserrer les taux. Je pense, moi, que Jana Davicius, vu l'historique, et qu'elle a quand même battu Fatima Clinley, qui est la sparring de Blanchfield, et que Blanchfield a eu son combat qui a sauté contre Barber, je pense qu'on se dirige vers ça, mais je ne suis pas sûr de rien, j'ai eu personne pour le moment. Et voilà, donc on va voir les choix qui s'offrent à nous. Est-ce que du UFC? Je pense que d'ici la semaine prochaine, je pourrais donner des petites news. Une petite tendance. Ouais, je pense que cette semaine, on va en savoir plus, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. De toute façon, l'annonce de Nassour, c'est un point. On sait toujours qu'à Paris, dès qu'ils annoncent le premier combat, après, ça s'ouvre un peu. Il y a la pré-vente, j'ai regardé quand ils ont annoncé Nassour, c'est le 3 juillet. En général, ça va, dans les 2-3 semaines, on va avoir une idée en tout cas de la main. De la main card, exactement. Des gros combats principaux qui seront à l'affiche. Et je te lis dernier point sur Nassour, mais je voulais te la lire, donc je vais déplacer mon ordi pour te la lire exactement. C'est la déclat de Younes, le manager de Nassourdine, à qui on passe le bonjour aussi. Chez Mandal, nos amis de Winamax, la semaine dernière, il leur a dit 2 points, ouvrez les guillemets, parce que je vais ouvrir 2 questions sur toi par rapport à ça. Okay. On avait un accord verbal avec l'UFC pour le backup fight de Duplessis-Chimaev, mais les conditions contractuelles et le fait de devoir aller sur place sont pas des choses qui nous vont. Nassourdine a préféré se retirer pour se concentrer sur une seule quête, un adversaire.
Et il enchaîne, ce qui a changé, ce sont les conditions contractuelles du backup fight. Ce n'était plus quelque chose qui allait à Nassour. Nas a toujours eu cette idée de laver la KT. C'est important pour lui qu'un champion puisse taper tous les gars du top 15. Aujourd'hui, il en a battu 4 du top 10. Il ajoute un 5e et un title shot. Son parcours sera exceptionnel. Mais là où je voulais t'emmener sur cette décla, avec le recul, t'enlèverais Manon, backup de la Noche, J'ai un gros doute. et tu la ferais combattre à la place? En fait, Tu ferais le choix que fait Nassour là? je suis assez d'accord avec Younes. Déjà, je l'ai déjà dit, je l'ai spoilé un peu en début d'émission, c'est pas la prime normale. Ils sont, je vais pas dire radins parce que ça se dit pas, mais ils sont durs sur le backup. Ils te payent pas du tout le prix. Si ton contrat c'est 200 000, t'es loin de toucher 200 000. Donc, ensuite, il faut effectivement se déplacer, il faut faire la fight week normale qui est glissée. Il faut effectivement se déplacer, il faut faire la fight week normale, mais t'es un peu isolé. Je trouve pas que ce soit... T'as vu, ils en parlent peu, t'es pas mis en avant. Non. Donc c'est le fighter, il reçoit quand même de la frustration. T'as beaucoup de négatifs finalement, en fait. Ouais. Puisqu'à la fin, en plus, tu le sais, 99% de chances que tu fightes pas, C'est ça. au final. Et moi, je me poserais toujours la question de si j'ai pas fait une connerie d'avoir fait ça. Sur Genre, le moment... quel fight à Paris plutôt que d'être backup à la Noche l'année dernière? Ouais. Ça fait partie des... On a toujours des regrets dans la vie, surtout quand t'es amené à prendre des décisions. Et ça, si tu veux savoir, ça fait partie de mes regrets. Je me dis, est-ce que j'ai pas... Sur le moment, j'ai cru que c'était bien. Et avec le recul, je sais pas. En tout cas, je comprends tout à fait le choix de Younes. On apprend avec le recul. Et en fait, je vais te dire, quand j'ai vu sa déclat, la question, elle m'est venue tout de suite. J'ai dit, il faut que je la pose à Aldric parce que je suppose qu'il se la pose, en fait. Je suppose que c'est pas quelque chose de valorisant, le backup. Tu vois, l'UFC ne communique pas dessus. Tu passes une fight week pas terrible, j'allais dire des gros mots et je les dirais pas. Donc ouais, je le comprends très bien. Et en plus, lui, il y avait la volonté, il l'a toujours dit, Nas, de fighter quand même à Paris. C'est le 17 août du play, donc ça veut dire qu'il devait aller aux États-Unis, faire ce cut, machin, puis revenir en France, refaire un cut. Compliqué, finalement. Vaut mieux se concentrer sur... Ouais, puis tu perds une semaine quand même au final. Complet. Vaut mieux se concentrer sur faire une belle victoire sur Caillot à Paris pour asseoir, tu vois, ton statut, plutôt que de ce rôle de backup où t'auras pas le fight. Et où tu peux même, on en a vu dans l'histoire, Aldric, des mecs qui étaient backup et c'était pas eux le prochain challenger. Parce que l'UFC fait un petit bisbille et qu'entre-temps, il y a un mec qui brille. Je me trompe si je dis Gamrot. Il a été backup déjà, tu vois. Qu'est-ce qui se passe si The Reader il fait une dinguerie contre Whittaker entre-temps même si Nassour a été backup? On sait jamais. L'UFC, ça peut les chauffer. L'activité, ça prime surtout. Nicolas Hutt nous l'avait dit d'ailleurs sur Nassour, je pense qu'ils ont bien raison là-dessus. Enfin, c'était un truc important. Tu nous as dit qu'on en saurait plus sur Manon bientôt. On passe au débrief de l'UFC de ce week-end. C'était à Bakou. Le main event, c'était Jamal Halil contre Khalil Rountree. Apparemment, le public local l'a pas trop vu puisqu'ils se sont tous barrés après Fiziev. Il paraît que la moitié de la salle s'est barrée juste après Fiziev. Alors, est-ce que c'était le match-up qui leur plaisait pas? Moi, j'ai eu passer par les Franco. Il paraît aussi qu'il y a une partie de cette population-là qui est assez raciste. Enfin, en tout cas, qui souvent voit pas de combattants noirs ou de choses comme ça. Donc, là, ils avaient deux blacks. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là? En tout cas, ils étaient moins là pour le main event. Ils ont pas raté grand-chose. Je vais pas te mentir. C'est pas le main event de l'année. Moi, j'ai bien aimé la performance de Rountree. J'allais dire Rountree. Sur ça, je dis bravo. Il a fait ce qu'il devait faire. Franchement, oui. Il portait son short custom. Parenthèse, parce que j'ai vu des fans toute la semaine dire il mérite pas d'avoir un custom. Tous les fighters méritent d'avoir des trucs custom. À l'époque, ils pouvaient avoir des sponsors, les fighters, sur leurs shorts, sur leur bannière. C'est bien de leur donner un peu de personnalité. Rountree, il est allé s'entraîner au Tiger Muay Thai. Il a un style très atypique. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Bien sûr, moi, je trouve que c'est une vraie personne. Il a toujours un physique irréprochable. C'est une vraie personnalité du MMA. Je te jure, ça me tue que les fans veuillent, tu vois, essayer de baisser ce côté personnalité. Laissez-les s'exprimer. Ils ont plus trop de place pour s'exprimer là-dessus. Laissez-les les gros fighters. Mérite à Rountree. Moi, j'ai trouvé le combat. Alors oui, la résilience qu'il y avait en face était bonne. Il a encaissé beaucoup. Je pense qu'il se déplace en fauteuil roulant. Le Jamal. Il a, au moment où on se parle. Mais le game plan était intelligent. Les calfs, le clinch de Muay Thai. Je crois qu'il le down 3 fois. Clairement, là, il lui a roulé dessus. Jamal Halil, qui, au moment de l'annonce de la décision, fait son surpris. Genre, mais pourquoi c'est lui qui gagne? C'est 50-45. Mais bien sûr. 49-46 si t'es très gentil. Si t'es très gentil avec Jamal Halil. Pour moi, c'est 50-45. Je vais être clair. Jamal Halil, c'est le pire champion de l'UFC des dernières années. J'ai un peu lancé déjà le débat sur Twitter. Je suis assez d'accord avec ça. Techniquement, le footwork, c'est une abomination, Aldric. Il a été champion. Alors, il a profité de l'après John Jones et de ce moment où la ceinture changeait beaucoup chez les moins de 93 en prenant Teixeira, qui était quand même plutôt sur la fin de parcours. Quand tu regardes son run, il n'y a pas de grosse victoire. Depuis, il n'y a pas une victoire. Depuis qu'il s'est fait ramasser par Pereira. Techniquement, c'est quand même assez faiblard. Alors, peut-être que sa grave blessure d'il y a un an et demi peut jouer. Ça, je l'entends. Mais c'est le pire champion des dernières années à l'UFC. Moi, je l'ai mis en concurrence avec Peña.
chez les femmes, mais je sais que tu la défends plus que moi, Peña. Ouais, en fait, quand tu dis pire champion... Techniquement, voilà. Toujours respect au mec qui rentre dans la cage évidemment. et à quelqu'un qui a été champion. On s'amuse un peu. C'est bienveillant. On s'amuse un peu. Toujours respecter les gens, surtout qu'il a une ceinture de l'UFC accrochée chez lui. Voilà, non, mais on est d'accord. Mais je pense que techniquement, pour moi, Peña, c'est plus propre. Tu me parlais de Grasso aussi en off. Ouais, parce que sur Twitter, je vais te dire, beaucoup de gens m'ont cité Grasso, Montano. Alors Montano, oui. Là, Montano, il y a un vrai... Ouais. On recontextualise pour ceux qui n'ont pas vu. Montano, c'est la première championne flyweight lorsqu'ils ont fait le TUF. Oui. Ouais. On va citer Montano, Esparza, première championne Stro, quand ils ont fait le TUF aussi. Après, Esparza, elle avait une grosse lutte quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'arrive pas à savoir ce cas, Jamal. À part un physique, oui, quand il fait son 1-2 projeté vers l'avant, ça frappe quand même assez vite et fort. Il fait que ça. Mais techniquement, je pense que c'est le plus pauvre. Techniquement, avec Montano. Pas de fight IQ. Enfin, ou très peu. En tout cas, très peu de fight IQ. C'est compliqué. Peña, c'est son striking. Des fois, il est tellement... Ouais, mais quand t'as mis KO la goutte de la KT, c'est comme si je te disais, est-ce que si il avait mis KO Pereira, qu'est-ce que tu dirais? Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais vraiment, j'en veux. S'il y a un truc pour lequel j'en veux à Amanda Nunes, c'est d'avoir perdu contre Peña. Ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver. Résultat, l'autre, elle a une grosse tête comme ça à cause de ça. Ouais, mais elle a dégagé suffisamment de puissance pour la mettre KO ce soir-là. Ça doit jamais arriver. Voilà. Et on m'avait cité Strickland aussi, parce qu'on sait que je déteste Strickland techniquement, moi. Mais Strickland, Strickland, c'est réfléchi ce qu'il fait quand même. Non. Son KO, il y a une certaine notion de quelque chose de construit. Non, c'est réfléchi. Et il a des grosses victoires contre des mecs comme Adesanya. Il a battu Nassour. C'est pas l'efficacité. C'est-à-dire que il a un style qui est pas très esthétique. Par contre, très efficace. Mais par contre, il est efficace. Et dans son style à lui, il est très fort. Donc non, je valide pas. Jamal Hill, c'est ni esthétique ni efficace. C'est ça qui me pose un pareil gros problème. pour Grasso. Moi, Grasso, je trouve que oui, elle a eu beaucoup de réussite. Et oui, je suis intimement persuadé que maintenant, elle est 2 classes au-dessus. Mais sa boxe propre, elle a un jiu-jitsu qui est intéressant. C'est une vraie ceinture violette de compétition de jiu-jitsu brésilien. Et en boxe anglaise, elle est loin d'être dégueu. Non, c'est propre, Grasso, pour moi. On n'est pas dans cet acabit. On peut pas comparer dans la même phrase Nico Montano et Alexa Grasso. C'est pas possible. Non, je vois ton truc. Mais tu sais, c'est toujours, je te le disais en off tout à l'heure, c'est la complication. Aujourd'hui, je considère, moi, que Manon Fiorot est une meilleure combattante que Alexa Grasso. Moi aussi. Si on arrête leur carrière aujourd'hui, celle qui aura été t'inquiète pas, elle sera dans la discussion Manon avant d'arrêter. Celle qui aura été championne UFC, pour l'instant, à l'heure où on parle, c'est Alexa Grasso. C'est vrai. Donc c'est des fois la carrière, les situations qui font elle n'est pas à la retraite, Manon encore, il lui reste 3-4 belles années, elle est loin d'avoir jeté l'éponge. On le sait bien. En tout cas, il est tout en haut. Dans ce classement-là, Jamal Hill, j'étais un petit dédicace à Julien Casier aussi qui m'a donné son top, et il y avait Jamal Hill dans le top 3, il mettait Peña aussi. Donc on se retrouve un peu sur tout ça. Si UFC Bakou, petite réflexion avant de rentrer dans les autres combats qui nous ont intéressés, mais on a commencé par 7 décisions. Si on reprend l'UFC Atlanta, qui était l'événement d'avant, on a été sur 13 décisions de suite. Et si t'enlèves même le no contest Bellato Paul Craig, ça faisait 15 de suite depuis le KO, le vrai finish de Wellmaker. En fait, ma question, elle est plus parce que c'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps à l'UFC, tu sais, ces grandes séries de décisions. Aldric, est-ce que c'est le matchmaking qui est très bien fait à l'UFC? Ou est-ce qu'on est dans des situations où les mecs, notamment en début de run, ils veulent pas prendre de risques? Parce que si tu perds, ça, pour ta carrière, ça peut être hyper négatif. Donc, on prend moins de risques. Alors, les matchmaking sont loin d'être idiots, ça il faut quand même le reconnaître. Et en fait, aujourd'hui, je pense que sur les premiers contrats, il y a beaucoup de fighters qui combattent la peur au ventre. Surtout quand il y a déjà eu surtout quand le premier contrat est déjà entaché de défaite. C'est-à-dire que tu fais ton premier contrat à l'UFC, tu as un 3-0, il n'y a même pas de quatrième, tu re-signes. Et on sait que sur un deuxième contrat, mais il y a toujours des contre-exemples. Rappelle-toi l'interview que tu as fait avec Kevin, c'était sur son deuxième contrat qu'ils l'ont release. Donc, mais en règle générale, ils sont quand même beaucoup plus ouverts et compréhensifs à la défaite sur le deuxième, voire sur le troisième contrat. Donc je pense que sur le premier, il y en a beaucoup qui combattent avec la peur au ventre. Ouais. Parce que c'est sportif, c'est important. Et surtout, on en parlait la semaine dernière dans le Jab Culture. Aujourd'hui, l'offre en fin de vie UFC, elle est compliquée. Hein. Et puis, dans ces situations, qu'est-ce que tu fais quand toi, tu as un game plan, enfin, tu veux combattre d'une façon, et puis que la veille du combat, ton manager, je te rappelle que 4 défaites, c'est chaud pour nous. C'est ça. C'est plus compliqué. Et donc, je pense que aujourd'hui, il y a un réel problème là-dessus. Et j'espère que les changements qui sont à mener par la suite, ils corrigeront un peu ça. Parce que je pense que sur un premier contrat, on n'a pas que du bon. Le co-main, c'était Fiziev Bahamondes. C'est un combat qu'on attendait pas mal, on l'avait dit dans la preview. Pas le plus spectaculaire, mais du bon boulot de Fiziev, du bon boulot de striking, efficace, techniquement propre. On connaît Fiziev. Moi, j'aime. Et 30-27 pour Fiziev qui s'impose. Victoire méritée. Victoire méritée.
Premier round magnifique. On a vu un Fiziev lutteur aussi. Intéressant ce qu'il a été. C'est pas hyper technique, mais en tout cas, c'est juste. C'est très bon au niveau timing et c'est hyper puissant quand il attaque aux jambes. Mixer un très bon striking, ça a été hyper efficace. Bahamondes, il a le niveau, mais il a été un peu surclassé là quand même. Maintenant, moi, je suis persuadé que ce Fiziev-là, il a sa place un petit peu plus haut dans le classement. Un petit peu plus haut. Ne nous enflammons pas. Je pense pas qu'on a vu du top 5 lightweight samedi soir. Dans une caté aussi dense, c'est chaud. Ouais. Mais non, Bahamondes, attention. Avec certains match-up, il peut être très, très dangereux et très chiant. En tout cas, ouais, il est propre. Moi, j'aime beaucoup sur ça. Il est propre, Fiziev. Je te refais une parenthèse, mais j'ai oublié de te dire sur le combat Rountree Hill. J'ai adoré. Au moment, Rountree, il met un hammer fist debout. Ouais. Ensuite, il retente pour feinter, pour mettre un low kick. Mais ça se fait au Muay Thai, avec le coude plutôt. Mais Jamal Ali, t'avais pas peur que ça connaisse quand même les espèces de sidekicks. T'as pas peur, même si t'aimes pas Jamal Ali, t'avais pas peur que ça connaisse quand même les espèces de sidekicks dans les genoux, là. Il fait peur. Ah, mais ça reste un gros bonhomme qui peut taper fort. Hein. Il fait peur, Rountree, il est effrayant. Vraiment. Mais c'était la parenthèse, c'était marrant de voir ça. Le hammer fist, le standing hammer fist, c'est quand même, tu le vois pas tout le temps, quoi. On avait aussi Moussaïev contre Rollby, c'était un des combats qu'on attendait. Rollby qui avait raté la pesée. Dana White lui a mis un bon gros tacle. Avant de vouloir être champion, il va falloir penser à réussir le poids. Il n'a pas eu de bonus à cause de ça, malgré sa soumission. Mais belle performance quand même de Rollby. Ouais. Alors, le combat, il n'a pas été mis en avant. Il méritait un bonus pour moi aussi, ce combat. On sait maintenant que si tu rates ta pesée, tu es inéligible au bonus. Donc, mais c'était quand même intéressant. Parce que la Kimura est super propre, il la set up bien. Il y a plein de tentatives de guillotine de Moussaïev qui n'avançaient pas grand-chose. Bon, lui, set up très bien. C'est un bon combattant, on l'avait déjà vu et on attend de voir la suite et voilà, jusqu'où il peut monter. Le poids peut être un problème quand même, parce que là, il l'a pas juste raté. C'est beaucoup quand même. Hein. Oui, c'est 4, presque 4 kilos. C'est beaucoup. C'est un sacré oubli quand même, là. Hein. Ouais, c'est une caté, quoi. Tu vois, c'est pas je rate la pesée un peu, c'est je rate d'une caté. Je pouvais combattre dans celle d'au-dessus. C'est un peu plus compliqué. Le premier finish de cette carte, c'était Sadikov contre Mota, qui a eu donc Fight Night et Performance of the Night, tout simplement. C'est le plus beau combat de la soirée. Super premier round, super KO, intensité, engagement. Je refais une passe D à notre Jab Culture de la semaine dernière. Oui, j'ai entendu ce que vous m'avez dit en commentaire et en privé sur Instagram. C'est ce genre de combat que vous aimeriez voir tout le temps. Mais moi, je te pose une question. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que Mota, il peut faire 3 ou 4 combats encore comme ça et garder son intégrité physique ? Vraiment, c'était beau à voir l'engagement rentrer dans la poche et envoyer plein fer comme ils ont fait pendant le premier round, il est fabuleux. Mais le problème, c'est que si tu combats comme ça tout le temps, n'importe quel fighter, il peut faire ça. Hein. Mais tu combats 3 fois et tu prends ta retraite, quoi. On parlait d'International Fight Week, je te l'ai dit, les 2 fois où j'y étais, j'ai interviewé 2 fois Justin Gaethje, en face à face. On était à 1 mètre l'un de l'autre. Ça fait peur. Moi, je l'ai eu à côté de moi, justement, moi, à la sphère, pour le backup de Manon, l'élocution, elle est pas très rapide, quand même. Hein. Ouais. Alors oui, il nous a fait rêver, ce mec-là. Enfin, tu vois, il nous a offert chaque fois qu'il combat, on est là, on est drivé devant notre écran. Mais à quel prix ? À quel prix ? Justin Gaethje à 50 ans, moi, ça me fait peur. Sadikov, plus intéressant, il en a moins pris. Au niveau de la responsabilité défensive, j'ai beaucoup aimé. Mais il a quand même pris aussi. Bien sûr qu'il a une commotion. Il se fait downer dans le premier. Après, Mota se crame en essayant d'accélérer. C'était un combat magnifique, mais moi, je pense pas qu'il y a que vraiment le fan de base qui aimerait avoir 10 combats comme ça sur une carte, mais c'est trop compliqué. En termes de santé, quand on parlait la semaine dernière de la NFL, là, c'est plus la NFL. Là, tu fais 2 combats dans ta vie et t'arrêtes. Ouais, on est d'accord. Et au-delà du côté show et spectacle qui était beau, il y avait même techniquement, il y a eu des belles séquences dans ce combat. Ouais. Une entrée de Mota où il feinte les droites en haut pour faire monter la garde et notamment le coup de droit, puisque c'est un gaucher, et il descend encore avec son crochet. Ouais. Très très propre. Les jambes aussi, il y a eu des setups de coups de pied très spectaculaires, coups de pied retournés et tout de Sadikov. Très très beau combat, vraiment rien à dire. Pour le coup, si vous en avez un à regarder, que vous avez rien vu de Bakou ce week-end, allez regarder celui-là, vous allez vous éclater. On est au mois de juin. Est-ce que c'est pas le combat de l'année ? Est-ce que c'est pas au moins le round de l'année ? Le premier round, on peut presque le dire. Il est dans les candidats. Ah ouais. Il est clairement dans les candidats. Et il y avait 2 points. Tu voulais rebondir aussi sur ce UFC Bakou, qui est plus des points de légalité. Ouais. C'est dans le combat, notamment dans Park Young, décision unanime. Mais il a eu Maël Nordiev. Donc défaite pour Nordiev sur décision unanime, mais il a eu 2 points enlevés dans le deuxième round pour coup de genou illégal sur un combattant au sol. Ça n'aurait pas changé le résultat quand tu regardes les cartes des juges, puisque les 2 autres rounds sont pour Park, donc le combat aurait été à lui. Par contre, ça dit un truc qu'on a déjà dit. La nouvelle règle
du combattant au sol ou pas. Moi, j'en suis persuadé. C'est pas une étude, hein, j'ai pas fait de sondage, Aldric, mais je pense que je suis presque gentil si je dis que 75% des combattants ne la comprennent pas. Mais il est très étonné. Hein. Pour lui, il a gagné par KO. Je sais pas si tu vois le combat. Je pense qu'ils ont pas compris que le genou, ça compte qu'un appui. C'est les mains qui ne comptent plus. Et il y a une très grande incompréhension. Moi, je sais qu'à la salle, on le travaille beaucoup. Tu le répètes beaucoup ? Ouais, parce que c'est une règle importante et je pense qu'elle est sous-estimée, en tout cas pas travaillée par les non exploitée et très mal comprise, en fait. C'est ça. Et après, je sais pas. C'est vrai que si on regarde ces 2 points, c'est Herbdin qui conseille à un arbitre qui est, je crois, un arbitre hongrois, parce qu'on voit, il y a une petite scène où il se parle et il dit « mets 2 points ». Parce qu'il y a et la blessure qui est maintenant handicapante s'il reprend, et le coup qui est illégal. Ce que moi, maintenant 2 points, tu sais que ça te fait perdre quasiment le combat. Ouais. Moi, je suis mitigé, je voulais ouvrir la discussion là-dessus. Si tu mets 2 points là-dessus, je le comprends, mais quand ça s'accroche à la cage pour ne pas tomber, tu mets 1 point. Et je dis pas ça parce que ça aurait fait un match nul entre Valentina et Manon. Hein. Il y a eu quelques accrochages de cage. On a oublié qu'elle s'accroche contre la cage, notamment au 5e qu'on perd. Bref, on va pas refaire l'histoire. Mais c'est le cas. Revoyez le combat parce que c'est le cas, vraiment. Mais moi, on oublie. Pour moi, c'est du passé, Fiorot-Tchechenko. Par contre, là, factuellement, t'en as 2. Oulenbakov et Daria qui s'accrochent à la cage pour ne pas tomber. Parce que oui, tu vois, il y a une conséquence à leur accrochage à la cage. Parce que quand tu tombes, tu peux te faire soumettre, tu peux perdre le round, tu peux prendre des dégâts, donc ça peut tout changer. Donc moi, je pense que ça doit être sanctionné d'1 point au moins. Ouais, en fait, il faut une cohérence. Voilà. Si tu enlèves les 2 points, ça veut dire que les autres doivent être sanctionnés. Exactement. Aussi, pas juste un avertissement. Voilà, c'est ce ou que rien je pense. Du tout d'ailleurs. C'est vraiment, si le geste, la faute, le doigt dans les yeux ou le coup dans les parties, non, ça doit rester comme ça, et fort heureusement, à part s'il est récurrent. Mais par contre, je pense que là, on est en train de faire des bêtises parce qu'on le revoit beaucoup, l'accrochage contre la cage. Et à un moment, on le voyait plus parce que c'était très sanctionné. Et là, c'est plus le cas. Je pense qu'il faut sévère là-dessus parce que ça fausse le combat vraiment. Ouais, puis tu sais, important symboliquement de mettre un petit coup sur ça pour rappeler à tout le monde, arrêtez de déconner avec ça. Ouais, je regarde de mettre un point aussi. Quelques petites news UFC avant de passer au débrief des autres combats du week-end. Programme chargé, comme je le disais. Ali Abdelaziz, Aldric, qui tease un retour de Zabit Magomed Sharipov. Ça t'excite, ça? Moi, je trouve que c'est un génie, Zabit. Donc, moi aussi. Oui, j'adorerais qu'il revienne. Il a inventé des mouvements, l'espèce d'Osotogari feinté debout. Zabit Merab. Ouais. Si tu me fais ça bientôt, là. Ouais. Après, il a eu des gros soucis de santé. Franchement, je suis très surpris parce que lui-même, il disait qu'il était fini pour le sport. Puis il n'avait pas une très bonne mine quand on le voyait. Il avait eu des problèmes de santé. Donc, à voir. À voir. Il y a un qui m'a répondu au truc, il m'a dit, tu vas voir, en fait, c'est le teasing d'Ali Abdelaziz, c'est parce que Zabit va être dans le jeu vidéo UFC 5 en version Prime. Si c'est ça, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que ça m'a chauffé tout seul, moi. On a eu Dana White qui a dit qu'il n'était pas fan de Ngannou. News choquante, la news la plus choquante du week-end. Et donc, il pensait pas que Ngannou reviendrait à l'UFC. Ngannou a répondu aussi en disant la ceinture, j'ai jamais perdu, elle est dans le placard. Ça sent pas bon quand même pour un retour de Francis. On en parlera dans l'épisode Jones, mais ça sent pas bon. Ouais, je suis partagé, moi. Tu sais, à partir du moment où il se parle quand même, et à partir du moment où Nick Sick en a parlé en interview, est-ce que c'est pas de la négo tout ça? Peut-être que c'est de la négo. Et je répète ce qu'on avait dit aussi. Je pense qu'au-dessus de Dana, il y a peut-être quelqu'un qui à un moment va dire Francis, ce serait peut-être bien quand même. Ce serait peut-être bien de le faire revenir. Petit cocorico, mais parce que c'est quelque chose qu'on avait écouté dans notre Jab Culture, mais Dana White qui explique qu'on va avoir sans doute 2 fois plus de Contender Series dans les mois à venir. Donc on en revient à ce qu'on expliquait, Aldric. Est-ce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière de ça? Tout petit peu. Ils sont en train de monter ce truc où le Contender va être un truc, pas toute l'année, mais quasi en fait. Tu vois, ce sera le centre de recrutement de l'UFC permanent toute l'année. Bon, après, pour enlever un petit peu de la mystique, j'ai la chance d'être bien copain avec Majdi, ce qui m'avait valu quelques discussions avec Hunter Campbell, et je sais qu'il cherche des solutions là-dessus. Donc après, mais j'avais déjà une beau et notre brainstorming du Jab Culture qui nous a fait évoluer là-dessus, mais j'avais déjà une petite idée là-dessus. On va rendre à César ce qui appartient à César quand même. Petite pensée, moi je l'ai, mais je sais que tu as vu passer tout ça. C'est un ancien de l'UFC, mais tu as vu que Ben Askren était vraiment entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, avec une grosse pneu, le KO en 5 secondes. Donc on pense à lui, qui était passé le KO, pour ceux qui s'en souviennent pas, Masvidal, le KO en 5 secondes. Ante Delija, Shamrock, Jakub Viklax, champion, Robert Ferranchala. Ils sont tous, et qui arrivent vers l'UFC, que des Européens, champions dans différentes orgas, qu'on a envie de voir à l'UFC, et qui arrivent vers l'UFC, que des Européens. Champions dans différentes orgas, qu'on a envie de voir à l'UFC et qui arrive vers l'UFC. C'est un mouvement de fond. On est en train de voir une UFC qui se réveille et qui dit les top mecs européens, en fait, faut qu'on les signe parce qu'ils vont nous apporter.
ce qui ouvrirait la porte à certains. Bonjour, monsieur Saladin Parnasse, par exemple. Mais qu'est-ce que tu vois ça? Mouvement de fond ou on est situationnellement parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? En fait, quand tu lis cette news, tu te dis, OK, il y a des Européens qui viennent de signer à l'UFC. Peut-être qu'ils ont des meilleurs managers que nous en France, parce que nous aussi, on a des lightweights très bien classés. Moi, je te l'ai dit en off et je le redis, je pense que ça a juste quelque chose à voir avec la temporalité des accords télé qui ont été renouvelés. C'est-à-dire que une rapide recherche sur Internet, vous allez voir que Polsat et Arena Sport dans les Balkans viennent de re-signer des très gros contrats, qui étaient en plus à l'abandon, parce que en Pologne, c'était quasiment plus exploité, c'était très bas. TKO a fait une conférence dans les Balkans, mais ils n'ont pas mis en avant. Là, ils viennent de faire de très gros contrats qui les emmène. TKO a fait une conférence de presse, mais elles sont pas mises en avant, les confs, parce qu'elles sont destinées au milieu plutôt financier. Et ils ont dit qu'ils voulaient, d'ici 2026, arriver à 1 milliard de revenus sur les broadcasts. Et je pense que ces accords-là sont des accords lourds, parce qu'ils sont signés récemment. C'est des contrats sur 5 ans. Donc je pense que, voilà, je pense que c'est uniquement la conséquence de ça. Mais même si c'est situationnel, bah, moi j'aime bien, parce que tu vois, on pense à The Reader qui vient d'arriver. Si les mecs commencent à nous ramener ça, on peut penser à des Paul Hughes, Saladin Parnasse que j'ai cité. Si tu arrives à signer les meilleurs Européens, les top Européens, ça change la donne aussi. Parce puis ça va s'ouvrir vers l'Espagne aussi, comme tu disais, il y a des orgas qui montent. Je pense que rapidement, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'autonomie et de perspective, en tout cas, sur l'Europe. Et même s'ils sont numéro 1 dans le monde, mais tu vois, assainir un peu, enfin renforcer cette position sur le continent européen en signant tous ces mecs-là, je trouve que c'est plutôt un bon move. Pour les fighters français, c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai juste le manager qui est en moi ralouille un peu parce qu'il y a plusieurs de ces gars qui sont moins bien classés que certains que j'ai moi. Ça m'énerve. Et qu'on me dise pas oui, mais mettre plus de KO parce que c'est pas le cas. Mais on va dire que c'est plutôt une note plutôt positive. Et on finit par les 3 derniers débriefs du week-end, un peu moins importants, mais on a quelques petites choses à dire quand même. Le PFL déjà, le World Tournament. Je te coupe 10 secondes, juste, on n'en parle même pas de Curtis Blade, mais il fait un call-out de Cyril alors qu'il gagne sur Split. C'est pas grave. Pu en parler. Moi, par contre, on parle pas de Blade, mais la recrue, j'aime bien. C'est-à-dire que Kouniev, c'est fort. Je pense que sur Blade, moi, je suis même pas persuadé qu'il perd. Non. Pas du tout même. Donc tu le disais rapidement, mais c'était une split pour ceux qui n'ont pas vu le combat. Split décision. Pour moi, il gagne en fait, le 3e, mais ça n'appartient qu'à moi. Mais c'est une belle recrue pour la catégorie poids lourd et pour des mecs qui ne savent pas lutter, et on sait qu'il y en a beaucoup. Je pense que Cyril Gane le défonce, il le surclasse de très haut, mais je pense qu'il va poser problème à beaucoup de gens parce que en défense de lutte, il est pas mal quand même. Et il a une très très belle boxe. En tout cas, oui. Tout aparté terminé. Le call-out sur Cyril après la split, je suis d'accord. T'as même pas gagné, tu te permets de call-out le numéro 1. Et moi, je pense, tu vois, que la fin de John Jones va un peu débloquer beaucoup de choses chez les lourds et qu'on pourrait même être étonné de voir de nouvelles signatures, de trucs un peu que l'UFC essaye de renouveler maintenant qu'il y a un vrai champion qui va être actif. Et tout. C'est possible que ça bouge plus. Même que ce qu'on a déjà, c'est pas mauvais parce qu'il devait déjà prendre Cyril à l'époque de Abu Dhabi, mais le PFL avait, je crois, exercé un veto ou il savait pas qu'il avait signé. Enfin, c'était un peu compliqué la situation administrative qu'il avait à l'époque. Mais c'est une bonne recrue. Il était jeune, donc maintenant il est un peu moins jeune, mais il est expérimenté. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais comme recrue. T'en as d'autres à aller chercher à droite à gauche pour refaire un peu du feu chez les poids lourds, un peu plus que ce qu'on a eu ces 2 dernières années. Je disais PFL World Tournament, c'était à Wichita dans le Kansas, c'était vendredi soir, le Tournament 6, donc c'était les demi-finales des tournois 2025 du PFL, et on avait nous notamment un combat hors tournoi qui nous intéressait beaucoup, c'était Mansour Barnaoui contre Archie Colgan, avec en jeu, ce qui nous avait étonné quand ça avait été annoncé, mais le spot de challenger numéro 1 pour Nurmagomedov, pour la ceinture des moins de 70 du PFL. Victoire d'Archie Colgan, qui gagne 29-28 sur la carte des 3 juges. Alors, petite faute, c'est pas toi, c'est MMA Décision. Parce que moi, j'ai regardé le combat, j'ai trouvé la carte des juges, et c'est un 27-30. Il n'y a aucun round pour Mansour. Sur les 3 ? Ouais. Ah, tu vois, parce que je pensais, en fait, tous, comme moi, pareil, j'avais vu les décisions, et il n'y avait même pas le nom du juge. Je pensais qu'il donnait le 2 à Mansour. Non. Ou le 2 Mansour est mieux quand même. Unanime des 3 juges, 27-30, mais je suis d'accord, il y a un round qui est un peu serré, celui où Mansour a le scramble et tout, là, et la guillotine, mais non, c'est un 27-30, c'est une erreur de MMA Décision. Okay. Et logique. Vérité, Aldric, un bon bœuf. Moi, je l'ai découvert contre Thibaut Gouti, qui bat. Et moi, je l'ai découvert contre Thibaut Gouti, qui bat. Et pareil, tu vois, non, c'est un gros athlète. Il a une belle boxe. Au sol, il a montré quelques faiblesses, attention. Mais Mansour, c'est vraiment un très, très, très gros grappleur. Il a là, il y a
à regarder le combat. Mansour, il a un style un peu atypique sur le grappling. Il a ce John Wayne sweep qui fait très bien. Mais là, à un moment, il est en croix, Colgan, et Mansour tente une Americana, alors que c'est lui qui est, qui est dominé en position croix, qui a failli casser le bras de Colgan. Mais à part cette action, et la guillotine qui est vraiment tight, où Colgan doit donner la monte, non, globalement, sur le combat, il perd. C'est plus fort en face. Et surtout, ce qui m'a impressionné chez Colgan, c'est que il prend le premier à Mansour, mais dans du Mansour. C'est-à-dire qu'il va chercher Mansour sur le volume, et on sait qu'il a un très gros cardio, sur la boxe et sur le clinch de Muay Thai. C'est-à-dire que c'est là où Mansour excelle le plus. Et il est létal sur le clinch de Muay Thai. Et il a résisté à ça. Il a un petit peu moins bien résisté en grappling, mais il n'a pas tapé. Donc, non, c'est fort. C'est fort, Colgan. 12-0, 27 ans ou 28 je ans. crois 27. C'est fort. Non, c'est à suivre. Vraiment à suivre pour la suite. Ouais. Et c'est peut-être le 3, en fait, parce que je l'ai vu sans son, moi. Je l'ai vu sans son et j'étais à la plage, ce combat-là. Donc c'est compliqué. Mais c'est peut-être le 3 où Mansour peut le prendre. Il a la monte au 3, mais en tout cas, c'est sûr sur les juges. J'ai vérifié, j'ai réussi à trouver l'affiche. Et c'est un 3-0 pour Colgan. Est-ce que tu as d'autres points qui t'intéressaient dans ce PFL-là que tu as noté? Moi, j'ai noté la victoire de Gadzi Rabadanov contre Kevin Lee, qui termine Kevin Lee au round 1. Oui, après, on va encore me reprocher de faire de la pub pour le Boxing Squad, mais on doit parler de ça. Rabadanov, c'est la nouvelle star du PFL. Donc, il y a quand même Alfie Davis, qui a fait un très bon combat, d'ailleurs. Sur la carte, ouais. Contre Bren Primus. Il s'est fait peur, mais Primus, il nous a fait une garde à la volée, d'ailleurs. À 40 balais, il fallait quand même tenter. Et il gagne le premier round grâce à ça. Il fait sweep en omoplata. Il y a une belle séquence de scramble, mais Alfie Davis, c'est pas mal. Mais soyons honnêtes, je pense pas que ce soit du niveau de Rabadanov. Kevin Lee, il est allé se battre comme un homme. Je pense que c'est terminé pour lui, même s'il n'est pas très vieux. Mais je pense que sa tête, il a pris trop de coups. Là, c'est pas une question D'ailleurs, d'âge. il l'a déclaré. Il a dit, les gars, moi j'y suis allé, mais mes jambes me tiennent plus. Je pense qu'il est temps que je réfléchisse sur la suite. C'est plus une question d'âge, c'est une question de kilométrage, cage et de choses comme ça. Ouais. Donc pour finir avec Rabadanov, il a Alfie Davis, mais par contre, si ça gagne, il se battra jamais contre Nurma. C'est la même team. Donc je rappelle quand même que la dernière personne à l'avoir battu, c'est Mehdi Dakaev, du Boxing Squad, et qu'on vient de signer au PFL. Donc pourquoi pas espérer un match-up. Bah ouais. Et de toute façon, Nurma, il a son challenger, c'est Colgan. Ouais. A priori. En plus, c'est pas très vieux, hein, c'est pas en 90, hein, la victoire c'est en 2021. Non, fin 2020, pardon, pour la ceinture à l'époque du Gorilla, l'organisation de Khabib. Donc voilà, c'était un petit fight fact. Qu'est-ce que je voulais dire ? Magomedov contre le Tadjik. Jake Adley aussi qui continue sa défense aux enfers, mais attention, Adley il était à l'UFC, il était champion du Cage Warrior et de l'EFC en Afrique du Sud. Un run à l'UFC, c'est un 3-4 qu'il fait sur 7 combats, donc il en gagne 3, il en perd 4, viré. Derrière ça, il prend Alves de la Shoot Box, qui est vraiment en train de monter, qui a que 25 ans, qui est un formidable striker. Donc, fin du tournoi aussi pour Jake Adley. Dommage, moi j'aime bien ce style et je trouve que c'est vraiment une carrière gâchée. Primus Davis, j'en ai déjà parlé. Magomedov opposé à un Tadjik qui était invaincu, qui est un très gros grappleur, qui avait battu un Français de la Snake Team, mais je suis désolé Cyril, je me rappelle plus du nom. C'est Sarvajon Kamidov, voilà, le nom Kamidov, du Tadjik. Et pourtant, il fait beaucoup d'erreurs, Magomedov, mais il y a quand même un petit dictationnel pour comment battre un très gros lutteur. Il fait malgré qu'il fait quelques petites erreurs, il fait des bons scrambles, des changements de position et un pied-point très intéressant, notamment une anglaise intéressante. Donc, il met fin à l'incivilité du Tadjik qui avait 16-0. Donc, très intéressant combat aussi. Et voilà. Et moi, je te mets un petit shout-out à Alice Carmouche. Ouais, 40 ans. Voilà, sensible au MMA féminin, 41 ans. Alice Carmouche, elle a été dans le premier combat féminin de l'histoire de l'UFC contre Ronda Rousey. Elle a fait la ceinture au Strikeforce. Elle a fait 2 fois la ceinture à l'UFC en bantam et en flyweight. Elle a été championne au Bellator en étant invaincue sur son run à 7-0. Et là, elle est qualifiée en finale du tournoi Fly du PFL. C'est une belle carrière. Tu vois, t'es pas au niveau des Nunes, des Shevchenko, même des Rouzet dans l'idée du grand public, tu vois. Mais c'est une belle carrière. Si elle gagne la ceinture, et je pense qu'elle va la gagner parce qu'en face, c'est plutôt une grappleuse et qu'elle résiste bien à ça, je pense qu'elle va avoir ce sera le dernier money fight contre Dakota, je pense. Contre Ditcheva. Ouais, ça ressemble bien. Ouais. Et c'est mérité parce que tu vois, c'est une belle carrière. Elle restera comme un nom dans ce MMA. Même si je pense vraiment qu'elle va se faire rouler dessus par Ditcheva. Oui, là, c'est autre chose. Et en plus, heureusement qu'elle est là parce qu'on sait que Santos, elle n'est pas blessée, elle est suspendue pour dopage. On dit les choses, même si c'est plus les choses sont dites de façon un peu plus transparente. Le PFL ne dit pas tout, mais ça on trouve.
parce que c'est l'USADA d'ailleurs. Mais voilà, donc heureusement qu'il y a cette personnalité-là pour relever un peu le tournoi féminin, parce que même moi qui suis amateur du MMA féminin, c'est pas ouf du tout le niveau là. Franchement, c'est pas ouf. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ça lui fait un dernier bon fight contre Ditcheva si elle va au bout de ce tournoi. Donc, petite dédicace à Carmouche pour ce qu'elle a réalisé dans sa carrière. Et on finit sur nos 2 événements français du week-end. Aldric, on était à l'Hexagone MMA 31. Événement français, mais à Courtrai, en Belgique. On l'avait reçu la semaine dernière en interview. Walid Tandia, 3e combat professionnel. Il avait été un peu critiqué sur les décisions des 2 premiers combats. Là, il obtient son premier finish avec un bon grand endpoint depuis le premier round, bien des enfers, où c'est un avantage physique. Clairement, il l'a bien exploité. Qu'est-ce que tu as pensé de la perf de Walid Tandia en Belgique? Beaucoup de progrès. Là, par contre... plus patient qu'avant. Puis il faut faire abstraction de ce qu'il dit en conf et tout. Ça, c'est un jeune. Personnage. Tu vois, c'est son perso et je pense que c'est lui. C'est bien. Moi, j'essaie de faire abstraction de ça quand je regarde. Et là, je l'ai trouvé posé. Il nous a montré une autre facette parce que son adversaire, je l'avais dit, même si c'était pas une très grosse ceinture, c'est un mec qui faisait de la compétition en jiu-jitsu. Et derrière, il fait des très très bons enchaînements. Il fait de la lutte en chaîne. Il a un grand endpoint efficace. Non, mais j'ai bien aimé. C'est une liane, en grand endpoint, tu vois, il a ce côté, en plus, quand il a cet avantage physique-là, qu'on ne m'attrape pas, qu'on ne me saute pas au cou pour ce que je vais dire là, mais il a un côté Jones, quand il a cet avantage physique très liane, très grand, très, très délié, qui se fait tomber les coudes, il a ce côté-là. Je sais que c'est son modèle en plus. Il a fait un très bon combat. Donc, beaucoup de progrès, je trouvais. Plus patient, tu vois, dans ses 2 premiers combats, ça se voyait que je cherche le finish. La transition amateur-pro, elle est différente au niveau du rythme, elle demande du métier, et puis il en faut encore, surtout, j'espère qu'il sera patient. Moi, je pense qu'il en faut 4-5 pour bien comprendre et bien exploiter son niveau. Et non, mais là, on a vu des progrès significatifs. C'était très bien. On avait, dans les combats qu'on avait notés aussi, il y avait Morgane Dehaye qui voulait poursuivre sa série invaincue, qui est donc tombée contre Kelly Hamming dans un combat qu'elle a dominé. Morgane a dominé tout le premier round en striking. Elle l'a vraiment lit up, comme on l'appelle. Elle lui a cassé le nez dès le premier round. Elle était très efficace. Très beau changement de stratégie, tout simplement, d'Hamming, qui décide pour les 2 derniers rounds de la coller, de faire du judo. Mais vraiment du judo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des judokas qui performent en cage contrôle parce qu'ils sont. Tu sais, il y a les fauchages aussi en judo et les crochetages où ils excellent. Puisque aujourd'hui, en lutte libre, ça se fait beaucoup moins, compte tenu du kumikata, de la saisie du kimono. Et là, c'était du judo. C'est-à-dire que c'est du hanché. Apparemment, Morgane n'était pas préparé à ça. On a vu quand même quelques petites failles. Moi, j'aime bien ce MMA féminin français, surtout que c'est des personnages qu'on voit soit aux IMAF, soit là, c'était au Gamma, l'organisation rivale, où j'avais regardé les combats de Morgane. Elle est bien entourée. Il y a une très bonne équipe de départ et très bon mariage avec l'US Métro derrière. Mais force est de constater qu'il y a des petites faiblesses sur le scramble et sur le travail au sol qui lui ont pas permis de remettre le combat là où elle excelle debout. Donc 4-1, c'est pas grave. Faut corriger ça et faut repartir sur un run derrière. Surtout que il y a une certaine Alexandra Tekina qui vient de signer dans l'orga. Donc il y a des choses intéressantes à faire. Tout à fait. Debout, la guerre des deux, ça peut être intéressant. Et puis t'as raison, c'est du MMA. Bravo à Hamming qui a su complètement changer son game plan. Elle pouvait plus striker parce qu'elle se faisait allumer et que le nez était en compote. Judo. Je te bloque au sol, je mets quelques petits dégâts mais qui suffisent à prendre les rounds parce que j'en fais beaucoup plus que toi. Et Morgane a montré du cœur aussi, je trouve. Dans le 2, elle est quand même à un moment, elle prend une sacrée pelletée de coups au sol et elle est là, elle lâche rien. Parce qu'attention, en grande handball, elle a été forte. Elle est vaillante, elle est très vaillante et c'est des qualités qui sont bien pour la suite, ça, d'avoir ça. Mon mindset à moi, quand je suis sur le tapis avec mes gars, c'est le scramble. Tu gagnes pas un combat avec ça, mais tu le perds pas. Et c'est vraiment, si on doit résumer ce combat, c'est exactement ça. Générer le scramble, c'est-à-dire créer l'espace pour se remettre debout, c'est pas ça qui te fait gagner un combat, mais c'est ça qui te permet de pas le perdre. Donc voilà, il faut travailler, mais elle est jeune et je pense qu'elle est très bien entourée. Ça va progresser là-dedans très vite. Et 3e combat sur lequel on voulait dire un mot, c'était le main event, avec cette victoire de Brandon Brachet qui a terminé Kevin Robledo, avec une belle boxe. Et tout simplement, moi, tu regardes le combat, je crois que c'est au bout de 15 secondes, il lui met un 1-2, Brachet lui met un 1-2, tu sens qu'il a trouvé sa distance, il a trouvé pour que ça rentre, et derrière il déroule. Robledo, c'est un 6-0 que je qualifierais de bien monté en carrière. C'est-à-dire qu'il n'a pas affronté des mecs fous, c'était des organisations plutôt régionales. Maintenant, Brachet, il a une boxe. Ah ouais, franchement, t'as envie d'en voir plus. Moi, il m'avait déjà impressionné lors de son dernier combat contre l'affrontement qu'il devait faire au coffre pour la ceinture contre le Géorgien. J'ai plus le nom, je crois que c'est Taveladze ou quelque chose comme ça.
Il a une sacrée boxe. Ouais, il a une sacrée boxe. 20 ans. On te parlait tout à l'heure, l'équilibre. Ouais. Quand il lâche ses one-two ou voir ses combinaisons, il y a un équilibre. La puissance est toujours là au bout de la combi. Il y a des choses à faire. 7e victoire de suite. Un bon petit talent à surveiller. Ça, c'est une pépite. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment, Brandon Brachet. Donc, bravo pour la victoire et on attend pour la suite. Et en news d'Hexagone, c'est tombé hier. C'était dans Fighter Club Sunday sur RMC. Monsieur Jérôme Pourrut était l'invité et qui nous a lâché qu'il y aurait l'année prochaine, en 2026, chez Hexagone, 4 tournois dans 4 catégories différentes. Ils en ont donné 2, je crois. 84 et 70, il me semble, je crois. si je dis pas de bêtises. Ils n'ont pas donné, mais il a dit 4 tournois, 100 000 € au vainqueur à la clé. C'est quelque chose qui se fait rarement en France. J'aime bien, Aldric. Ouais. J'aime bien. En plus, avec le roster qu'ils ont, j'aime bien. Je trouve ça cool. Tout ce qui se fait et qui permet aux fighters de mieux vivre et de prendre un peu d'argent, moi, je le salue largement et ça doit être salué. C'est une très, très bonne initiative. Et ça va monter les match-up. Dans certaines catégories, on se dit, il y a du roster à Hexagone, est-ce qu'ils vont s'affronter les mecs ou machin ? Bah, dans un tournoi, tu vas être obligé de t'affronter. Là, surtout, ça va ramener des gros noms parce qu'on rappelle quand même que 100 000. Le bout Ayoub, ils avaient négocié en flat 40K. Donc, à 100 000, ça va ramener vraiment des gros noms. Il y a peu, là vraiment, je vais vous demander de regarder ma main, mais je pense que voilà, il y en a 5 qui se battent pour plus de 100 000 à l'UFC en France. Ouais. Et là, tu leur proposes. À l'UFC ou hors UFC. On va bien sûr mettre Saladin dans le lot, hein. Mais en dessous de ces 5 personnes, je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus. Et donc là, ils vont ramener beaucoup de monde. Non, tu peux rajouter Doumbé si tu l'avais pas dans ta liste aussi, sans doute, mais c'est limité. Combat toujours ? Je me rappelle plus. Ça, c'est une autre question. Je l'ai vu sur Amazon, mais c'était pas du combat. Hein. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, quand il combat, il est dans ce lot-là. Mais oui, t'as raison. Ça va attirer du monde. Et d'ailleurs, Jérôme disait au micro que beaucoup de gens appellent Hexagone en ce moment. Enfin, tu sens que ça bouge autour de leur orga. Et ça va motiver à venir parce que, beau chèque à la clé. Et je pense que ça va nous donner des soirées hyper intéressantes l'année prochaine pour Hexagone. Donc, bravo à eux pour le coup, pour l'initiative qui est rare en France et qui va nous faire suivre cette saison d'Hexagone en 2026. Et il restait un événement à débriefer, Aldric, c'est le RS 32, qui avait lieu également ce week-end. 2 petits trucs avant de parler des combats pour les ceintures principaux. Les débuts réussis pro de Wael Kambouche. C'était fort en face en plus. Petite il a été mis un peu en difficulté dans le premier round, il est bien revenu. Très bel ajustement d'Arnaud Templier et de son équipe. Bon, ça, Arnaud, c'est toujours fort, on le sait. Mais c'est pas facile, les débuts pro. Non. Et il a été touché Soumission, au premier round. Rear choke au deuxième round. Propre. Ouais, on a envie d'en voir plus, mais doucement. Les petits, doucement, mais je sais qu'il est bien entouré et Catch, il rigolera pas avec ça. Mais beaucoup d'adversité dans ses débuts pro. Vous savez plusieurs fois qu'on parle des petits nouveaux un peu du côté de chez Hatch et on a bien envie de voir ce que ça donne pour la suite. Et dédicace à Joseph Magro. Parce que j'ai adoré son KO. Coup de coude retourné. Coup de retourné qui contre en fait un spinning back fist juste avant de le terminer derrière avec 2-3 frappes en ground and pound. Ouais, non, c'était très joli. Puis c'était engagé, c'était un local, c'était un peu la star le local de la soirée, tu vois. Donc, très beau combat. Pareil, moi, Joksovic, 16-0, il passe à 17, il met un KO en 1 minute. Mais le plus important, c'est une belle victoire, il faut qu'il la savoure et bravo à lui. Mais ce qui m'excite le plus, c'est Call Out, Zebo. J'ai envie de voir ce combat. Qui apparemment, c'est un combat qui aurait pu se faire il y a quelques mois. Zebo avait préféré prendre Wissam Hakmouche. Mais je pense que ça peut se faire là. Vraiment. Il serait cool le Joksovic Zebo. Après Jordan il parle pas pour rien dire. S'il dit oui dans la cage, il va pas. Je pense que ça va signer derrière. Et pour Joseph Magro, c'est Fabio Onofrini, ce journaliste italien mais basé en France, qui avait proposé un match-up là dans ses fantasy match-up post-Ares. J'ai bien aimé. Je vais voir ce que vous en pensez. Il voulait Joseph Magro contre Youssouf Binaté. Dur, Binaté, c'est un monstre. Hein. Ouais, franchement, Binaté, c'est pas parce qu'il a perdu contre Willie Scott qu'il faut l'oublier. Non, je suis d'accord, mais j'aime bien le match-up. Ce serait cool. Ouais. Et il y avait 2 main events main event et co-main event pour des ceintures, pour le coup, chez les femmes, Jadi Menezes, que les amateurs de kickboxing connaissent pour sa trilogie au Glory avec Anissa Meksen. Elle avait pris une fois la ceinture et perdu les 2 autres combats. Qui donc affrontait Eleni Moïsidou pour défendre sa ceinture fly et qui s'est imposée sur décision unanime. Ouais, Moïsidou, alors là, gabarit extrêmement impressionnant. Là, on est au niveau largement de l'UFC. 1m73, athlétique. Bon, malheureusement, la comparaison avec l'UFC s'arrête là. C'était pas... Oui, c'était pas fou. Mais en fait, c'est pas que c'était pas fou. C'est qu'en fait, il y avait une problématique posée en face. C'était très simple. Calf kick, low kick. C'est pas aller chercher plus loin. Elle a fait quand même un travail en boxe où elle a réussi à marquer le visage de son adversaire, mais les dégâts n'étaient pas assez suffisants. Et surtout, elle a proposé rien d'autre. C'est-à-dire que, tu vois, si le plan A marche pas, tu as 5 rounds pour corriger, là, ça ne l'a pas corrigé. Donc, c'est 5 rounds qui sont intéressants, mais un peu longs, pour être honnête, parce que la domination, elle est linéaire.
Elle encaisse peut-être une quarantaine de low kicks. Je pense qu'elle aussi, elle doit être dans le même fauteuil roulant que Jamal. que Jamal Hill ce matin. Mais c'était du coup un combat qui manquait un peu d'adversité. Mais j'ai envie de... Ouais, là, il y a des match-ups intéressants à 57 avec cette championne. À voir pour la suite. Et on est toujours chez les Fly pour le main event avec l'homme qui vient de Mongolie, Ugan Bayar Batsuk, qui a pris la ceinture vacante. TKO round 2 sur Jonathan Oliveira. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce combat-là ? Par contre, lui, il met tout le monde d'accord. Ah, je l'adore. Écoute, il est très Batsuk, cool. c'est fort, c'est solide debout. Le travail en lutte en chaîne, c'est niveau UFC. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Ça, c'est niveau UFC en termes de lutte. Debout, c'est solide, mais ça... Tu vois, choses à améliorer, mais je vois ce que tu veux dire. Mais derrière ça, derrière une grosse lutte, il faut le grappling qui va avec. Oliveira, c'est très fort en grappling. Il a montré qu'il arrivait à prendre des positions dominantes sur lui. Oliveira, à un moment, prend une magnifique clé de jambe, il sort. Le combat, il l'a regardé. Le niveau est très, très haut. Et je rappelle que c'est un Mongol, mais francophone. 5-0, champion de l'ARES. C'est vraiment dommage que ça recrute pas plus en flyweight parce que là, on a un profil. Là, on a un prétendant UFC aussi. Parce que tu as raison, une histoire à raconter. Ah ouais. Ça, tu vois, t'en as pas beaucoup des combattants qui viennent de Mongolie donc en MMA, donc tu as quelque chose à raconter. Il y a beaucoup de choses qui vont dans son sens. Là, Al-Jarouj et Leblanc, dépêchez-vous de signer, vous avez un concurrent. Parce que ce mec-là est fort, il amène une plus-value. C'est rare les gros lutteurs dans cette catégorie. Pareil, à 57, il y a, à part Mokaev qui brillait justement là-dessus parce qu'il y avait un couloir, il n'y a pas d'énormes lutteurs dans cette caté. C'est fort. C'est en dessous, peut-être en striking, d'un Nicolas Leblanc. Mais pareil, c'est pas aussi athlétique qu'un Michael Al-Jarouj. Mais c'est fort. Là, il y a un prétendant. Là, il y a un prétendant UFC. Tu vois, on disait, tu vois, on veut pas dire qu'ils vont arriver et qu'ils vont tout exploser, mais ces trois profils, ils feraient pas tâche dans le roster des Fly pas du tout. l'UFC. C'est fort les trois. Ils ont tous les trois forts. Il y en a un qui a un petit peu moins de combats, disons-le clairement, mais qui a quand même un palmarès amateur aussi fourni, en la personne de Ugan Bayar. Mais non, je l'ai trouvé très fort. Il m'a impressionné parce que De Oliveira, c'est fort. Et là, il lui a roulé dessus. Donc, très impressionnant. Et le niveau technique en lutte, moi, m'a impressionné. Bon, Aldric, on a fait le tour. Parce que quand les week-ends sont chargés comme ça, on met du temps à faire le Aldric NRB, mais c'est normal, il y a des choses à dire. Petite pensée à Justine en régie qui nous attend parler de MMA pendant 1h30. Mais c'était cool, il y a beaucoup de choses à débriefer. On se retrouve lundi prochain, bien sûr, dans le Aldric NRB où on débriefera le Topuria Oliveira et tout le 317. Pareil, je pense que ça va nous prendre du temps vu la qualité des combats au programme. Et puis on parlera de la suite. Si tu as des news pour Manon, tu nous les donneras bien sûr. Et on vous donne rendez-vous, on vous l'a dit en début d'émission, demain dans le Jab Culture pour une bonne heure de... On refait le match autour de John Jones, qui vient d'annoncer sa retraite, son héritage, ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. On a beaucoup de choses à dire sur Bones, et qui restera de toute façon un des plus grands noms de l'histoire de ce sport, peu importe qu'on aime ou qu'on déteste de toute façon. Merci Aldric pour la présence, merci à tous. Abonnez-vous, continuez comme d'habitude, commentez, ça nous fait avancer. Et à très vite pour un nouveau numéro d'Aldric NRB. Ciao à tous. Salut à tous.